Aujourd'hui a lieu la cérémonie d'éveil pour les cours professionnels des enfants du village, et les gens avaient des attentes incroyablement élevées pour Harel, car sa mère était une princesse épéiste de haut rang et son père un archimage, il était donc destiné à obtenir quelque chose de bien. Cependant, lorsque vient son tour d'être touché par le prêtre, au lieu de voir des visions de son titre professionnel, tout ce qu'il voit, c'est la couleur blanche. Le prêtre est stupéfait, car cela n'arrive presque jamais, mais dans ce genre de cas, cela ne peut signifier qu'une seule chose. Le prêtre annonce qu'Harel, tout comme un diplômé déçu sur le marché du travail, va être chroniquement au chômage. Les classes sont des bénédictions accordées à un individu qui lui permettent de se spécialiser dans un métier et d'acquérir des compétences pour s'améliorer, c'est donc très important. Ses parents et ses sœurs ont passé toute la matinée à le couvrir d'attention, pensant qu'il allait recevoir une classe légendaire, alors imaginez leur choc lorsqu'ils ont appris qu'il allait être sans emploi. Mais quoi qu'il en soit, ils aiment toujours leur fils, alors ils commencent à annuler leur projet de retraite et disent à Harel qu'il peut simplement vivre à leur crochet et rester dans leur sous-sol pour le reste de sa vie s'il le souhaite. Cependant, Harel dit qu'il n'a aucune envie de devenir un habitant de sous-sol. Tout le monde semble penser qu'il va devenir un clochard puisqu'il n'a pas de classe, mais honnêtement, il ne pense pas que ce soit grave. Bien sûr, cela aurait été bien d'avoir un travail cool qui lui permettrait de devenir fort immédiatement, mais il apprend depuis des années à manier l'épée avec sa mère, et le fait qu'elle ne l'ait pas encore tué accidentellement avec sa force écrasante signifie sûrement qu'il s'améliore, donc il ne se décourage pas. Même s'il lui faudra travailler plus que d'habitude pour obtenir les mêmes résultats que les autres, il est prêt à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'il devienne aussi fort que ses parents. Les membres de la famille d'Harel sont tous heureux de voir qu'il n'a pas encore perdu espoir, alors ils commencent à le flatter en lui disant qu'il deviendra certainement célèbre à l'avenir. Harel apprécie cela, mais il doit vraiment retourner s'entraîner, alors il part seul dans les champs. Là, il entend le bruit des épées qui s'entrechoquent à proximité, alors il va voir ce qui se passe et aperçoit deux enfants du village en plein duel pour tester leur nouvelle classe d'épée. Très vite, l'un des garçons remarque qu'Harel les observe depuis le coin, et il lui demande ce qu'il fait là, car ce n'est pas un endroit pour un loser sans classe comme lui. Harel répond qu'aucune règle ne lui interdit de venir s'entraîner ici et qu'il aimerait simplement s'exercer en paix, mais les enfants semblent vraiment déterminés à établir leur domination sur Harel et lui disent qu'ils vont être gentils et lui montrer ce dont un élève de cour d'escrime est capable. Les deux garçons recommencent à s'entraîner devant Harel, qui est plutôt impressionné. Ne vous méprenez pas, leur technique est pour le moins risible, mais Harel trouve fascinant de voir à quel point les compétences à l'épée sont efficaces. La première compétence que tout élève de la classe d'épée acquiert s'appelle « maniement de base de l'épée » et permet de manier assez bien une épée, même si on n'en a jamais tenu une de sa vie, ce qui est clairement le cas de ces deux-là. Il pense qu'il pourrait en fait s'entraîner efficacement en les affrontant, alors il les interrompt et leur propose un duel. Les enfants sont offensés par le fait qu'Harel pense avoir une chance contre eux alors qu'il n'a pas de classe, alors ils acceptent le défi. Mais pour s'en assurer, le premier enfant demande à Harel s'il bénéficie de la protection divine. La protection divine est une bénédiction dont tout le monde dans ce monde est doté à la naissance, et qui crée essentiellement un bouclier autour de votre corps pour absorber les dégâts jusqu'à un certain point. Harel leur répond qu'il bénéficie effectivement de la protection divine, et les garçons sont soulagés d'apprendre cela, car cela signifie qu'ils n'ont pas à craindre de tuer accidentellement Harel pendant leur duel. Le premier s'avance et charge Harel, s'attendant à le dominer dès le premier coup, mais à sa grande surprise, Harel tient très bien le coup. Quoi qu'il fasse, il ne parvient pas à trouver la moindre faille dans la technique d'Harel. Il fait signe à son ami de venir pour qu'il puisse sauter sur Harel, mais celui-ci le voit venir et s'écarte à temps, principalement parce que le deuxième garçon criait pendant son attaque surprise. La classe d'épéiste leur a peut-être donné des compétences décentes en matière d'escrime, mais elle ne peut rien faire contre la stupidité pure et simple, de sorte que ces deux-là ne seraient pas capables d'élaborer un plan d'attaque décent même si leur vie en dépendait. Quoi qu'il en soit, ils pensent que c'est une excellente occasion de se mettre au défi en combattant deux adversaires à la fois, alors ils se précipitent vers eux, mais en quelques secondes, il les a déjà mis KO, et ce n'était pas aussi difficile qu'ils le pensaient. N'importe quelle personne raisonnable aurait admis sa défaite, mais les garçons affirment qu'ils n'ont pas encore perdu, car non, celui-là ne comptait pas. À ce moment-là, un enfant aux cheveux roux apparaît et leur dit d'arrêter de se plaindre, car sur un vrai champ de bataille, il n'y a pas de seconde chance. Le rouquin semble être assez connu, car les garçons ne prennent pas la peine de discuter avec lui. Il s'approche d'Harel et lui dit que son habileté à l'épée est remarquable pour un voyou sans classe comme lui, mais que s'il a gagné ce combat, c'est uniquement parce qu'il affrontait des faibles. Le rouquin veut donc maintenant se battre contre Harel pour prouver sa supériorité. Les garçons informent Harel que Chevreau est le fils du capitaine Evans, le chef des gardes du village, et Harel connaît justement Evans, car il venait souvent chez eux pour demander à la mère d'Harel de l'aider à chasser les démons. Mais pour être honnête, Chevreau ne ressemble en rien à Evans, alors Harel envisage brièvement de le traiter d'adopté, mais il ne veut pas le mettre encore plus en colère qu'il ne l'est déjà.
Cheveux agit ainsi uniquement parce qu'il pense que son père est le plus fort, mais tout le monde dans le village dit que la mère d'Arel est plus forte, ce qui est vrai, d'ailleurs, mais Cheveux ne peut pas l'accepter. Il veut montrer clairement qu'il n'est pas paresseux comme ces deux-là. Il a éveillé ses talents d'épéiste il y a 1 an et n'a jamais manqué un seul jour d'entraînement, donc même s'il est jeune, il a déjà atteint un niveau intermédiaire en matière d'épéisme. Il croit que les talents des parents sont hérités par leurs enfants, donc il est là pour prouver une fois pour toutes que son père est le meilleur en battant Arel. Mais Arel le prend au mot, car rien de ce qu'il dit n'a de sens, il est manifestement juste en colère parce que la mère d'Arel peut battre son père et il essaie de se venger sur lui. Mais Arel est toujours partant pour un bon défi, alors il accepte le duel. Le duel commence peu après, et les deux garçons s'affrontent à une vitesse incroyable. Les deux autres garçons regardent depuis le bord du terrain et sont stupéfaits de voir qu'Arel arrive à tenir tête à un épéiste de niveau intermédiaire comme Cheveux. Après quelques minutes de combat, Arel se rend compte que Cheveux est beaucoup plus fort que les deux autres, mais sa colère obscurcit son jugement. Après un large coup, Cheveux se retrouve complètement exposé, et Arel compte bien en profiter. Il réduit la distance et vise le coup de Cheveux, mais à la dernière seconde, Cheveux utilise l'une de ses compétences pour contrer. Arel parvient à bloquer le coup initial, mais le deuxième coup le touche à l'estomac et l'envoie valdinguer contre un mur de briques. Cheveux est surpris qu'Arel ait réussi à bloquer l'un des coups à une distance aussi proche, mais il a tout de même été touché, donc c'est Cheveux qui remporte la victoire. Arel demande une explication, alors Cheveux lui dit que ce qu'il vient d'utiliser s'appelle Twin Blade, une technique d'attaque qui lui permet d'effectuer 2 coups en un seul mouvement. Il admet qu'Arel est bien meilleur qu'il ne le pensait et le respecte pour cela, mais il est impossible qu'une personne sans classe comme lui puisse se défendre contre une technique d'épée comme celle-là. Cependant, Arel prend cela comme un défi personnel et jure qu'il trouvera un moyen de le surmonter. Quelques jours plus tard, la sœur d'Arel entre dans sa chambre pour le réveiller, mais comme il n'est vraiment pas du matin, il l'ignore et se rendort. Aster menace alors de l'embrasser s'il ne se réveille pas, ce qui suffit à le faire sortir du lit. Ils se rendent tous les deux à la cuisine pour prendre leur petit déjeuner, et Aster continue d'essayer d'embrasser Arel, mais sa mère ne semble pas s'en soucier puisque ce n'est pas de l'inceste si vous n'êtes pas apparentés. Cependant, dans ce cas précis, les deux sont bel et bien apparentés, il s'agit donc bien d'inceste. Une fois que tout le monde a fini de manger, Aster demande à Arel s'il prévoit de retourner à son entraînement spécial aujourd'hui, et il le confirme, mais elle ne comprend pas pourquoi il se donne autant de mal ces derniers temps. Elle lui dit qu'il devrait faire une pause de temps en temps, mais Arel n'a pas l'intention de se reposer tant qu'il n'est pas devenu le meilleur, alors une fois son petit déjeuner terminé, il part poursuivre son entraînement. Aster commence à s'inquiéter sérieusement pour lui, car il rentre tard tous les jours depuis qu'il s'est fait tabasser au terrain d'entraînement, mais Farah est convaincue qu'Arel est capable de se débrouiller tout seul et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Elle emmène Aster derrière la maison et lui montre un coffre rempli d'épées cassées. Ce sont toutes les lames qu'Arel a utilisées pour s'entraîner, et on voit à leur état d'usure qu'Arel met beaucoup d'énergie à devenir plus fort, alors il devrait le laisser travailler aussi dur qu'il le souhaite. Pendant ce temps, dans la forêt, Arel utilise un arbre pour tester son nouveau mouvement, car il pense l'avoir enfin perfectionné. Il a dû laisser le rouquin le frapper plusieurs fois pour comprendre comment cela fonctionnait, mais il a fini par maîtriser le Twin Blade Slash et peut désormais l'utiliser à volonté. Pendant tout ce temps, un gobelin observait Arel depuis les buissons, et même s'il venait de voir de quoi Arel était capable, il utilise la logique de mes coéquipiers classés et décide de l'attaquer seul. Arel repère le gobelin et le transperce facilement la poitrine avant même que son corps ne touche le sol. À ce moment-là, Arel entend le grognement d'un gros monstre quelque part dans la forêt, et comme il semble assez imposant, il s'apprête à battre en retraite pour appeler des renforts. Mais alors qu'il s'apprête à partir, il entend la voix d'un enfant attaqué par le monstre. Il n'a plus le temps d'appeler à l'aide, car il serait peut-être trop tard pour sauver l'enfant à son retour. Il décide donc de foncer pour s'en occuper lui-même. Il finit par arriver à l'endroit d'où provenaient les cris et trouve Cheveux plaqué contre un arbre par un hobgoblin. Il est gravement blessé, Arel doit donc le sauver, mais il ne peut pas se précipiter sans réfléchir, car le hobgoblin représente toujours une menace importante. Il attend patiemment que le monstre s'approche de Cheveux, et juste au moment où il s'apprête à l'achever, Arel voit une ouverture et le frappe avec un Twin Blade Slash, le tuant instantanément. Cheveux est toujours gravement blessé, alors Arel partage avec lui un peu de son eau bénite standard afin qu'il puisse se remettre. Il se sent beaucoup mieux maintenant et remercie Arel de lui avoir donné de l'eau bénite, mais maintenant que c'est réglé, il exige de savoir comment Arel a réussi à faire ça. Le Twin Slash est un mouvement complexe qui ne peut être réalisé qu'en utilisant une compétence. Arel admet que c'est effectivement complexe, mais qu'il lui a suffi de comprendre les schémas et le timing pour pouvoir le reproduire assez facilement. En fait, il devrait probablement remercier Cheveux, car c'est seulement parce qu'il l'a utilisé à plusieurs reprises qu'Arel a pu comprendre comment exécuter cette technique. Cheveux n'arrive pas à y croire, mais même si Arel a réussi à reproduire la technique sans compétence,
il est toujours certain que son attaque basée sur une compétence doit être plus puissante, alors il demande à Harel de refaire un combat d'entraînement avec lui ici même. Les deux s'affrontent, et comme prévu, Harel parvient à égaler le Twin Slash de Chevreau. Mais il va même plus loin et ajoute un troisième coup, qui prend Chevreau au dépourvu et le fait tomber. Ce n'est pas pour rien que cette technique s'appelle Twin Slash, double coup. Il ne devrait donc pas être possible de lancer 3 coups en même temps, mais comme Harel n'utilise pas de compétences pour effectuer ses coups, il n'y a pas vraiment de limite au nombre de coups qu'il peut effectuer. Chevreau est abattu lorsqu'il réalise qu'Harel est tout simplement meilleur que lui, et Harel s'en va, confiant d'avoir affirmé sa domination. Quelques jours plus tard, Harel dîne avec sa famille, et Farah mentionne que l'enfant d'Evans a décidé de se rendre à Brestia, la ville des épées, pour s'entraîner, pour une raison quelconque. Harel se rend compte qu'il est probablement la raison pour laquelle le rouquin a soudainement décidé de quitter la ville pour s'entraîner, mais la ville des épées semble assez intéressante, alors il envisage de s'y rendre également. Quelques années plus tard, Harel décide finalement de monter dans une calèche en direction de Brescia, et dans cette même calèche, il rencontre un homme et une femme qui se rendent également là-bas. L'homme est un barbare et la femme manie 2 épées, elle demande donc à l'homme de faire équipe avec elle, mais il refuse immédiatement car il déteste travailler avec des gens qui se battent en portant des vêtements voyants. La femme se vexe et répond à l'homme que sa classe est axée sur la vitesse et l'esquive, et qu'elle n'a donc aucune raison de s'encombrer d'une armure lourde. De plus, cette robe lui est utile, car la plupart de ses adversaires seraient trop occupés à mater ses OP pour se battre correctement. Les deux sont sur le point de se lancer dans une dispute acharnée à ce sujet, mais tout à coup, le conducteur les interrompt pour leur dire qu'ils ont tous les deux des classes avancées incroyables, et qu'il leur serait très reconnaissant s'ils pouvaient les mettre à profit dès maintenant, car ils ont un petit problème. Les deux regardent devant eux et se rendent compte que le chemin est bloqué par une horde d'orques, et qu'il n'y a aucun moyen de les contourner. Le barbare commence immédiatement à paniquer, car il faudrait tout un groupe pour venir à bout d'une horde aussi importante, et il sait très bien qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour les affronter seul. Il bouscule donc la mère et le fils impuissants dans la calèche et s'enfuit à toute vitesse. La double magneuse s'enfuit également, car elle n'a aucune intention de risquer sa vie pour les autres. Il semble donc que tous les autres passagers de la calèche soient condamnés. Du moins, cela aurait été le cas si Harel n'avait pas été là. Il se précipite pour affronter la horde et commence à les abattre les uns après les autres. Le conducteur est impressionné, car il se rend compte qu'Harel vient d'utiliser la compétence Blink Step, une compétence incroyablement polyvalente, mais pratiquement inutile si l'utilisateur est encerclé. Il se demande donc ce qu'Harel compte faire dans cette situation. Alors que les orques se rapprochent de lui, il commence à tourner sur lui-même tout en exécutant des coups rapides et efficaces, et le conducteur n'en croit pas ses yeux, car Harel utilise clairement la compétence Danse de l'épée, mais c'est une compétence exclusive à la classe Princesse de l'épée, et cette classe ne peut être obtenue que par des femmes. Peu après, Harel poignarde le roi des orques à la tête, mettant fin à la bataille, et tous les autres lui sont extrêmement reconnaissants pour son travail acharné. Une fois de retour, l'enfant à l'arrière demande à Harel quelle est sa classe, car ses compétences sont incroyables, mais tout le monde est choqué d'apprendre qu'il n'en a pas. Il y a 5 ans, après qu'Harel ait appris à utiliser la technique des lames jumelles, sa mère avait eu du mal à croire ce qu'elle voyait au début. Elle s'était convaincue qu'Harel était condamné à être un bon à rien pour le reste de sa vie parce qu'il n'avait pas de classe, mais il lui explique qu'il est capable d'apprendre naturellement des techniques grâce à la pratique et au travail acharné. Sur ce, il lui demande si elle accepterait de lui montrer certaines de ses compétences de princesse épéiste afin qu'il puisse essayer de les apprendre, après quoi il aimerait se rendre à Brescia pour s'entraîner pendant un certain temps. Cependant, sa mère n'écoute pas vraiment ce qu'il dit, car elle est trop heureuse que son fils ne soit finalement pas un perdant, et elle court à l'intérieur pour le dire aux autres. Revenons au présent. La calèche vient d'arriver aux portes de Brescia, et le cocher réveille Harel pour lui dire qu'ils sont arrivés à destination. Il y a beaucoup d'épéistes ici, ainsi que de nombreuses autres classes avancées, donc Harel pourrait probablement apprendre beaucoup ici, mais avant de partir, il demande au cocher s'il a lui aussi une classe avancée. Celui-ci tente d'esquiver la question en répétant qu'il n'est qu'un simple cocher, mais un cocher ordinaire n'aurait pas pu identifier aussi facilement les compétences d'Harel à l'épée, il y a donc clairement quelque chose de spécial chez lui. Le cocher finit par admettre qu'il possède en fait la classe de chevalier sacré, mais qu'il travaille occasionnellement comme cocher pour faire une pause dans les combats que son métier implique. Il voit bien que c'est la première fois qu'Harel se rend dans une grande ville, alors il lui conseille de rejoindre une guilde dès que possible. La plupart des épéistes ici vivent des gains remportés lors des tournois de combat, et il est impossible de participer à ces tournois sans appartenir à une guilde. Il avertit toutefois Harel de faire attention à la guilde qu'il choisit, car certaines peuvent être peu recommandables. Après le départ du chauffeur, Harel se rend en ville pour trouver une guilde à rejoindre. Plusieurs semblent recruter, mais il veut s'assurer de choisir la meilleure. Soudain, une jeune fille blonde se faufile derrière Harel et tente de le bousculer afin d'avoir une excuse pour engager la conversation, mais Harel est trop habile pour ça,
et elle finit par tomber tête la première sur le béton. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à l'éviter sans même la regarder, mais cela signifie simplement qu'il doit être vraiment talentueux. Elle se relève et lui dit qu'elle a une proposition à lui faire. En gros, elle demande à Harel de rejoindre sa guilde et lui tend un contrat d'adhésion à signer, mais il lui répond immédiatement qu'il n'est pas intéressé. Bien sûr, il veut rejoindre une guilde, mais si elle utilise des tactiques désespérées comme celle-ci, c'est que sa guilde doit être vraiment nulle. Harel avait tout à fait raison au sujet de la guilde de la jeune fille, mais elle veut toujours qu'il la rejoigne, alors elle lui propose de sortir avec lui s'il accepte de rejoindre la guilde, mais Harel lui répond qu'elle est aussi plate que sa sœur, donc il n'a aucun intérêt à sortir avec elle. Il se prépare alors à partir, mais avant de le faire, il lui demande si elle peut lui indiquer une guilde qui vaut vraiment le coup. La fille n'en revient pas car elle lui demande son avis après avoir traité sa guilde de poubelle, mais comme elle est gentille, elle lui dit que la meilleure guilde du coin est la guilde Blackblood, et que leur bâtiment se trouve là-bas. Harel suit ses indications et finit par trouver le bureau de la guilde Blackblood, mais il y a une longue file d'attente devant l'entrée, composée de personnes qui veulent rejoindre la guilde, il va donc devoir patienter un moment. Une fois son tour venu, le réceptionniste lui dit qu'il doit s'inscrire à un test d'aptitude pour rejoindre la guilde et que pour passer le test, il doit avoir un niveau avancé. Cependant, quand Harel lui dit qu'il n'a pas de classe, le réceptionniste éclate de rire et lui dit de sortir de la file d'attente, car il ne sera jamais autorisé à passer le test en tant que loser sans classe. Harel lui demande s'il pourrait faire une exception juste cette fois-ci, car il est sûr de pouvoir réussir le test s'il le laisse passer, mais le réceptionniste lui répond que les règles sont les règles, et Harel est donc obligé de partir. Il tente alors de postuler dans toutes les guildes de la ville, mais malheureusement, son talent pour mentir aux recruteurs ne fonctionne pas ici, car dès qu'il vérifie sa carte et découvre qu'il n'a pas de classe, ils le rejettent tous. Il est clair qu'aucune guilde n'acceptera Harel à ce rythme, mais il se souvient alors que sa mère lui a écrit une lettre de recommandation avant son départ. Elle lui a dit que s'il la portait à son ancienne guilde, il le laisserait certainement la rejoindre, alors Harel décide de se mettre à la recherche de cet endroit. À ce moment-là, Lilia revient vers lui et lui demande s'il est prêt à rejoindre sa guilde, mais Harel n'a toujours pas envie de travailler avec elle. Elle le supplie de reconsidérer sa décision, car sa guilde est sur le point d'être dissoute faute de membres, mais Harel répond que ce n'est pas son problème. Lilia est vraiment désespérée, alors elle se met à genoux et supplie Harel de rejoindre sa guilde. Elle lui propose même de lécher la boue sur ses bottes s'il accepte, mais lorsqu'elle relève la tête, Harel est déjà parti et la foule autour d'elle rit de son attitude pitoyable. Harel marche depuis un moment déjà, et il devrait être proche de l'ancienne guilde de sa mère, mais il ne sait pas exactement de quel bâtiment il s'agit. C'est alors que Lilia réapparaît et demande à Harel de venir au moins visiter sa guilde, car elle est toute proche. En fait, elle peut la voir d'ici, alors elle lui montre le bâtiment, et Harel est surpris car il est plutôt joli. Il demande à Lilia pourquoi elle cherche désespérément à recruter de nouveaux membres alors que la guilde est si bien établie. En fait, la guilde de Lilia était autrefois célèbre, mais beaucoup de choses se sont passées et elle n'est plus que l'ombre de sa gloire passée. En réalité, c'est actuellement la guilde la plus faible de toutes, mais Lilia assure à Harel que la guilde Dragonfang reviendra au sommet. Harel est choqué d'apprendre que la guilde de Lilia s'appelle Dragonfang, car c'est aussi le nom de l'ancienne guilde de sa mère. C'est donc une énorme coïncidence. Il n'est plus opposé à écouter la proposition de Lilia, alors il la suit à l'intérieur et elle le conduit dans la salle d'attente afin qu'ils puissent discuter. Cependant, son père se trouve justement là et il est dans un état pitoyable. Il remarque que Lilia a amené un autre novice pour s'inscrire, mais il dit à Harel qu'il ne devrait pas perdre son temps ici, car cette guilde est finie. Il sort alors avant que Lilia n'ait eu le temps de lui dire quoi que ce soit, et elle explique à Harel que son père était l'un des 2 meilleurs épéistes de Brésia, mais qu'il n'est plus le même depuis le jour où il a perdu son bras. Elle est certaine que voir le chef de la guilde dans un état aussi pitoyable a dû faire perdre à Harel toute confiance en la guilde Dragonfang, mais à sa grande surprise, Harel dit qu'il aimerait quand même la rejoindre. Elle lui demande s'il est sûr de vouloir vraiment les rejoindre, mais aucune autre guilde ne l'accepterait, c'est donc sa seule option. Cela suffit à Lilia, qui sort le contrat d'adhésion et le tend à Harel pour qu'il le signe. Une fois cela fait, Harel est officiellement membre de la guilde Dragonfang, mais Lilia se rend compte qu'elle ne lui a jamais demandé quelle était sa classe. Elle regarde donc le formulaire rempli par Harel et constate qu'il a écrit « sans classe ». Au début, elle pense qu'Harel plaisante, alors elle lui demande de prendre cela un peu plus au sérieux, mais il lui répond qu'il est très sérieux et lui montre même sa carte d'identité comme preuve. Lilia reste silencieuse après avoir réalisé qu'Harel n'a vraiment aucune classe, puis elle menace de le tabasser s'il ne résilie pas son contrat immédiatement. Harel lui demande calmement pourquoi, mais il est évident qu'aucune guilde ne voudrait d'un inconnu sans classe dans ses rangs. Elle était si heureuse d'avoir enfin trouvé un nouveau membre pour la guilde, mais si Harel n'a vraiment aucune classe, il sera inutile dans le tournoi, alors que va-t-elle faire? À ce moment-là, Lina, une autre membre de la guilde, entre dans la pièce, et Lilia se plaint en pleurant que le nouveau n'a pas de classe,
mais dès qu'elle entend le mot « sans classe », elle comprend immédiatement de qui Lilia parle. Elle demande à Harel ce qu'il fait ici, mais Harel répond qu'il n'a pas à s'expliquer auprès d'une inconnue. Lina n'arrive pas à croire qu'Harel ne se souvienne pas d'elle après tout le temps qu'ils ont passé à s'entraîner ensemble dans le village, mais il insiste sur le fait qu'il ne l'a jamais rencontrée auparavant, car il se souviendrait s'être entraîné avec quelqu'un d'aussi beau qu'elle. Lina est troublée par le compliment d'Harel, mais en y réfléchissant bien, il se souvient s'être entraîné avec quelqu'un qui avait les mêmes cheveux roux que Lina, mais c'était le fils du capitaine Evans. Lina explique à Harel qu'Evans n'a eu qu'une seule fille, et que cette fille, c'est elle. Il réalise alors qu'elle est bien la rousse avec laquelle il s'entraînait à l'époque. Il s'excuse de ne pas l'avoir reconnue, mais à sa décharge, elle a vraiment changé, et tandis qu'il dit cela, il regarde directement ses OP. Elle s'entraîne ici depuis 5 ans pour être sûre de ne plus jamais perdre contre Harel, et comme il est là, elle le défie dans un match amical afin de lui montrer à quel point elle a progressé. Harel est toujours prêt à se battre, alors les deux se rendent au centre d'entraînement, et dès le début du match, Lina lui assène un double coup de lame. Harel tente de riposter avec un double coup de lame, mais lorsque les coups s'entrechoquent, l'attaque de Lina parvient tout de même à le toucher. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer, alors Lina lui explique que même s'il est capable de copier son technique, elle est devenue beaucoup plus forte grâce à son entraînement, et que ses attaques sont au moins 5 fois plus puissantes que les siennes. Harel est impressionné par les progrès de Lina, mais si la force est son principal avantage, il lui suffit d'éviter de se faire toucher. Lina se précipite pour attaquer à nouveau, mais lorsqu'elle frappe Harel, celui-ci esquive son attaque si rapidement qu'il laisse une image rémanente. Elle reconnaît cette technique comme étant la Supreme Shadow Sword et n'arrive pas à croire qu'Harel ait réussi à apprendre une telle technique tout seul, mais en réalité, il a simplement appris à se déplacer très rapidement. Lina n'a désormais plus aucun moyen d'atteindre Harel, et peu après, il la met KO en contrant l'une de ses attaques et en renvoyant la force contre elle. Harel est clairement le vainqueur du duel, et Lina essaie de faire comme si cela ne la dérangeait pas, mais elle se met à pleurer dès qu'elle quitte la pièce, car elle n'arrive pas à croire qu'Harel soit toujours plus fort qu'elle après 5 ans d'entraînement. Harel et Lilia décident de laisser Lina se calmer, alors ils retournent dans la salle de réunion, et une fois là-bas, Harel demande à Lilia de lui donner plus de détails sur la situation de la guilde. En résumé, elle explique que leur guilde est très endettée et qu'ils doivent remporter le prochain tournoi pour obtenir suffisamment d'argent pour rembourser leurs dettes, mais qu'au moins 3 membres doivent participer, c'est pourquoi elle était si désespérée de trouver quelqu'un pour rejoindre la guilde. Compte tenu des circonstances, Harel se demande pourquoi Lina a choisi de rester aussi longtemps, alors Lilia explique que lorsque Lina est arrivée dans la ville, toutes les grandes guildes l'ont rejetée parce qu'elle ne voulait pas avoir à former une enfant, mais le père de Lilia l'a accueillie malgré son âge, et depuis lors, elle est une membre fidèle de la guilde. Quoi qu'il en soit, concernant la situation actuelle de la guilde, Harel pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, car tout sera résolu tant qu'ils remporteront le tournoi. Certes, ils devront affronter des équipes de 5 avec une équipe de seulement 3, mais il aime les défis. Le lendemain matin, Harel se réveille et rencontre Lina et Lilia pour discuter de la prochaine étape pour la guilde. Maintenant que tout le monde est là, Lilia annonce que puisque Dragon Fan compte enfin 3 membres, ils ont suffisamment de personnes pour participer au combat par équipe, et qu'ils vont donc s'inscrire au tournoi de la guilde ce week-end. Elle explique ensuite que le tournoi est organisé en éliminatoires individuels, et que chaque équipe est limitée à 5 membres maximum. Lina est un peu inquiète car ils ne seront que 3, mais Lilia la rassure en lui disant que cela ne devrait pas être trop difficile puisqu'elle et Lina sont toutes deux classées B. Tant qu'elle ne se retrouve pas face à un joueur classé A, tout devrait bien se passer. C'est la première fois qu'Harel entend parler de ce système de classement, alors Lilia lui en donne un aperçu rapide et lui explique qu'il existe au total 4 rangs qui détaillent la force d'un épéiste individuel. Sur les 500 épéistes de Brésia, seule une vingtaine sont classés dans le rang A, tandis que Lina et Lilia sont dans le rang B. Harel n'est pas encore classé, mais comme il a réussi à battre Lina, Lilia suppose qu'il doit au moins être classé B lui aussi. Tant qu'ils n'ont pas de malchance dans le tirage au sort, ils ont donc de bonnes chances de gagner. À ce propos, le tableau des matchs devrait déjà être affiché sur le tableau d'affichage du Colisée, alors Lilia dit qu'elle va aller le consulter tout de suite. Pendant ce temps, Lina se lève pour aller s'entraîner jusqu'au retour de Lilia, mais avant qu'elle ne puisse partir, Harel la rappelle car il a une faveur à lui demander. Tout d'abord, comme elle est une puissante épéiste, il lui demande si elle possède d'autres compétences que sa simple force brute, et elle lui répond qu'elle possède une compétence appelée « Gut », qui lui permet essentiellement de bénéficier d'une protection divine plus longue que d'habitude. Harel y réfléchit sérieusement et en arrive à la conclusion que la compétence « Gut » serait un atout incroyable pour lui au combat, alors il s'approche de Lina et lui demande de le frapper à plusieurs reprises. Lina rougit et lui demande s'ils peuvent essayer quelque chose d'un peu plus normal, car elle pense qu'Harel lui demande de faire quelque chose de vraiment pervers, mais il lui répond qu'elle se méprend. La raison pour laquelle il veut qu'elle le frappe est qu'il suppose que la compétence Gut est simplement une capacité qui augmente l'endurance,
et que la meilleure façon pour lui de la reproduire serait d'apprendre à encaisser les coups sans utiliser sa protection divine. Lina est choquée lorsqu'elle entend le plan d'Arel et le traite de fou, car tout le monde sait que les compétences sont des bénédictions de la déesse qui dépendent de votre classe. Mais Arel lui rappelle qu'elle l'a déjà vu recréer les compétences Twin Blade et Shadow, alors qui peut dire qu'il ne peut pas reproduire la compétence Gut également? Pour le prouver, il lui demande de lui remettre son épée un instant, et elle accepte de la lui donner, mais elle ne comprend pas ce qu'il compte en faire, car cette épée a été spécialement conçue pour être 5 fois plus lourde qu'une épée normale, et il devrait donc être impossible pour lui de la manier sans la compétence force brute. Cependant, Arel lui prouve qu'elle a tort en dégainant et en maniant l'épée sans effort. Elle lui demande comment il fait cela, et il lui explique que si la compétence force brute rend plus fort que la normale, un entraînement intensif a également cet effet, et qu'Arel s'entraîne assidûment depuis des années. Lina admet qu'elle avait tort et accepte de l'aider à s'entraîner, mais elle le prévient que s'il veut qu'elle le frappe, elle ne se retiendra pas et qu'elle ne veut pas entendre de plainte après coup. Quelques minutes plus tard, Lilia arrive en courant à la maison avec une terrible nouvelle. Elle vient de consulter le tableau du tournoi et, parmi toutes les équipes qu'ils auraient pu affronter, les organisateurs les ont opposés à la guilde Black Blood, qui compte des joueurs de rang A dans ses rangs. Malgré cela, Lilia reste confiante quant à la victoire de son équipe, mais maintenant qu'elle a fini son discours, elle se rend compte que Lina est en train de tabasser Arel depuis un moment. Lina se défend en disant que c'est lui qui lui a demandé de le faire, et malgré ses blessures graves, Arel ne semble pas trop s'en soucier, alors il se relève et demande ce qu'il y a pour le déjeuner. Le jour de la compétition entre guildes arrive enfin, et une fois que le groupe arrive pour son match, il surprend une conversation entre deux personnes à proximité qui discutent de la malchance de Dragonfang d'être opposé à Black Blood. Ils se souviennent que Dragonfang était autrefois l'une des meilleures guildes, mais ils ne sont pas prêts à risquer leur argent sur des outsiders, alors ils parient tout sur Black Blood. Lilia est offensée que ces types pensent que Dragonfang va perdre, alors elle se dirige vers eux pour leur dire ce qu'elle pense, mais Lina la retient, car cela ne vaut pas la peine de s'attirer des ennuis. Arel se moque que les gens croient ou non qu'il va gagner, mais il est surpris d'apprendre que les paris sont autorisés ici. Lina explique que tous les matchs du Colisée peuvent faire l'objet de paris et que, dans l'état actuel des choses, la cote de leur match est de 20 contre 1. Lilia est furieuse, car cela signifie que personne ne s'attend à ce qu'ils gagnent, mais elle dit que cela pourrait être une excellente occasion de gagner encore plus d'argent. Si elle ne gagne pas, leur guilde sera de toute façon ruinée, alors elle a décidé de contracter un autre emprunt en utilisant leur bâtiment comme garantie afin de pouvoir parier sur leur match, et Arel comprend maintenant comment la guilde s'est retrouvée avec autant de dettes. À ce moment-là, Lilia entend un homme rire derrière elle, alors elle se retourne pour voir qui c'est, et à sa grande irritation, elle trouve Georg, le maître de la guilde Black Blood, debout là. Elle lui demande ce qu'il veut, et Georg lui répond qu'il est juste là pour leur souhaiter bonne chance, car il déteste voir son ancienne guilde rivale traverser une période difficile. Il a même entendu dire qu'ils étaient assez désespérés pour accepter un perdant sans classe comme membre. Lilia lui répond que cela ne le regarde pas, mais Georg lui dit qu'il s'est donné beaucoup de mal pour que leur guilde s'affronte dans le tournoi, et qu'il veut donc naturellement savoir qui fait partie de l'équipe de Dragonfang. Lilia n'arrive pas à croire que Georg ait truqué les matchs juste pour pouvoir combattre Dragonfang, mais il répond qu'il leur rend en fait service, car affronter une guilde populaire comme Black Blood leur a valu beaucoup d'attention, et qu'ils ont donc une chance de gagner beaucoup d'argent s'ils remportent la victoire, mais seulement s'ils parviennent à remporter une victoire miraculeuse contre les combattants de rang A de Black Blood. Peu de temps après, l'heure du combat principal de la journée arrive, et Arel et les autres se dirigent vers l'arène. Ils jettent un œil à la liste des combattants de Black Blood, et Arel est surpris que le maître de la guilde ne participe pas, car il semblait personnellement déterminé à les écraser lors de ce combat. Il se demande si Georg ne serait pas en train de les ménager, mais Lilia et Lina font remarquer que la composition de Black Blood est composée de leurs meilleurs combattants de rang A, et que le combat s'annonce donc extrêmement difficile. En entendant cela, Arel s'enthousiasme, car cela signifie qu'il aura l'occasion de voir beaucoup de nouvelles techniques, mais Lilia lui rappelle que le sort de Dragonfang est en jeu et qu'il ferait mieux de prendre cela au sérieux. Une fois le match officiellement commencé, l'annonceuse présente la première combattante de Black Blood, l'escrimeuse Gio, mais lorsqu'elle commence à présenter le combattant de Dragonfang, elle marque une pause, car selon la liste, elle est censée présenter un certain Arel, qui n'appartient à aucune classe, mais cela ne peut pas être vrai. La foule commence à murmurer, car elle n'arrive pas à croire qu'un perdant sans classe ait décidé de participer au tournoi, et Gio se sent personnellement insulté par le fait qu'ils doivent combattre un faible comme Arel. Dès le début du combat, Gio utilise Blink Dash pour réduire la distance et poignarder Arel à la poitrine, mais à sa grande surprise, il s'agit en fait d'une image résiduelle créée par la compétence Shadow d'Arel. Il ne comprend pas comment Arel peut utiliser une telle compétence alors qu'il n'a pas de classe, mais il s'adapte rapidement et commence à réfléchir à une stratégie pour contrer les images résiduelles. Cependant, il commet une erreur de calcul fatale en pensant qu'Arel ne peut créer que 3 images rémanentes.
Après avoir éliminé 3 des clones, il baisse sa garde, permettant au véritable Arel de fondre sur lui et de lui porter le coup de grâce. Gio tombe au sol, inconscient, et la foule s'emballe devant ce revirement inattendu. Lilia et Lina avaient toutes deux confiance en la victoire d'Arel, mais Lina n'aurait jamais pu imaginer qu'il gagnerait aussi facilement, et tout le monde dans la foule est tout aussi surpris. Mais Arel, quant à lui, est beaucoup plus préoccupé par le fait qu'il n'a pas réussi à comprendre comment fonctionnait la technique de Gio pendant leur combat, et il va donc devoir y travailler plus tard. Le prochain adversaire d'Arel est un double épéiste. Alors que le garçon se précipite sur lui, Arel bloque facilement la première attaque et riposte avec un coup de Twin Blade qui le fait tomber d'un seul coup, lui permettant ainsi de remporter une nouvelle victoire. Le troisième adversaire qu'il doit affronter est un barbare, et comme Arel n'a combattu que des épéistes jusqu'à présent, il tente de le surprendre avec un coup de pied, mais il est loin d'être assez rapide pour prendre Arel au dépourvu. Il effectue donc un blink dash derrière le barbare et lui tranche le cou pour mettre fin au combat. Lina a du mal à croire qu'Arel vient d'éliminer tout seul le troisième combattant de rang A, mais Lilia est très enthousiaste car, avec un peu de chance, Arel pourrait remporter les 5 combats à lui seul. Lina dit à Lilia qu'elle donne l'impression de ne pas vouloir participer au tournoi, et Lilia répond que c'est parce que c'est vrai. Elle sait très bien que si elle était à la place d'Arel, elle aurait été vaincue en moins d'une minute. Elle n'aurait aucune chance dans un combat en tête-à-tête contre un combattant de rang A, c'est pourquoi elle concentre toute son énergie à encourager Arel comme si sa vie en dépendait. Lors du match suivant, Arel affronte un porteur de bouclier et a du mal à percer ses défenses, mais il reste en tête. Le porteur de bouclier est en colère car il pense qu'Arel a menti en disant qu'il n'appartenait à aucune classe, car il est impossible qu'il ait battu les 3 autres si facilement sans appartenir à une classe. Arel répond que ses victoires sont le fruit d'efforts considérables, mais le porteur de bouclier trouve cela ridicule, car tout le monde sait que l'effort ne peut jamais surpasser la puissance des classes. Cependant, Arel fait remarquer que si ce qu'il dit était vrai, il ne se ferait pas battre à plate couture par un adolescent. Le porteur de bouclier charge Arel et tente d'utiliser sa compétence, Shield Bash, pour le renverser, mais celui-ci le voit venir et contre-attaque avec un coup de pied, faisant tomber le bouclier des mains du porteur. Le porteur de bouclier est effrayé car il dit reconnaître ce coup de pied, et Arel lui répond que c'est probablement parce qu'il l'a copié sur le barbare qu'il a combattu au tour précédent, même s'il ne le maîtrise pas encore tout à fait. Pendant qu'il parle, il ajuste sa position et tente un autre coup de pied, frappant le porteur de bouclier sur le côté. Le porteur de bouclier ne comprend pas comment cela est possible, car il est impossible d'apprendre une technique comme celle-ci de manière informelle. Arel admet que certaines techniques sont vraiment complexes et nécessitent beaucoup d'entraînement pour être maîtrisées, mais qu'il peut apprendre les plus basiques simplement en voyant quelqu'un les utiliser. Pour le démontrer, il se dirige vers le bouclier posé au sol, le ramasse, puis assomme le porteur de bouclier avec sa propre attaque Shield Bash. C'est maintenant sa 4e victoire, et il est clair qu'Arel est incroyablement fort, mais la foule commence à douter qu'il soit vraiment sans classe. Ils pensent tous qu'il fait semblant, alors ils se mettent à crier pour qu'Arel soit disqualifié. Cependant, en raison de toute cette indignation, les organisateurs décident de prendre la liberté de contacter l'association des guildes pour obtenir une copie de l'évaluation de classe originale d'Arel. L'annonceuse lui demande s'il est d'accord pour qu'elle partage ses informations personnelles avec la foule, et il répond que cela ne le dérange pas si cela permet de calmer tout le monde. Elle montre alors la carte d'évaluation d'Arel à tous, et il est clair comme de l'eau de roche qu'Arel n'a pas de classe, donc tout le monde convient qu'il ne fait pas semblant. Lilia dit que si elle avait su qu'Arel était aussi fort, elle aurait misé encore plus gros en vendant certains des trésors de son père. Lina commence à s'inquiéter du problème de jeu de Lilia, mais elle admet que la force d'Arel dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le dernier combattant Black Blade est appelé sur scène, et Arel comprend immédiatement que ce type est au-dessus du lot, et qu'il doit donc se montrer prudent. Masamune est impressionné qu'Arel ait pu sentir le danger et ait choisi de garder ses distances, car il avait prévu de l'attirer à portée de frappe et de l'achever en un instant avec son coup ultime. Dès qu'Arel entend les mots « coup ultime », il décide que le risque en vaut finalement la peine et commence à s'approcher de la portée de frappe de Masamune. Dès qu'il est assez proche, Masamune dégaine son épée et exécute son coup à la vitesse de l'éclair, mais juste au moment où il pense avoir touché le coup d'Arel, celui-ci disparaît. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer, mais Arel apparaît simplement derrière lui et lui explique que même si Masamune est incroyablement rapide, il a été entraîné par quelqu'un qui l'est encore plus, et que sa vitesse de réaction est donc d'un tout autre niveau. Il utilise alors la technique ultime qu'il a apprise de sa mère, la tempête perçante. Après avoir été touché, Masamune est assommé, et Arel est déclaré vainqueur. Lina et Lilia se regardent, sous le choc, car elles n'arrivent pas à croire qu'elles ont gagné sans avoir à faire quoi que ce soit. Alors qu'Arel quitte la scène, Lilia se jette sur lui pour lui faire un gros câlin, mais il s'écarte instinctivement, car sa sœur lui faisait tout le temps des câlins surprises. Il se retourne alors et voit Lina qui lui tend les bras pour un câlin, mais elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire, se détourne, embarrassée,
et s'excuse de s'être laissé emporter. Harel dit qu'il aurait en fait accepté de serrer Lina dans ses bras, mais qu'il aurait préféré qu'elle enlève d'abord son armure afin qu'il puisse profiter de la douceur de son étreinte. Pendant ce temps, depuis les gradins, Georg regarde Harel et les autres célébrer leur victoire et jure de lui faire payer cette humiliante défaite. Ce soir-là, ils retournent tous à leur guilde pour fêter la victoire remportée grâce à Harel, et Lilia tente toujours de le convaincre de l'épouser afin de pouvoir profiter de son talent pour le reste de sa vie, mais il répond que s'il devait épouser quelqu'un, ce serait Lina. Lina se lève brusquement de son siège et lui dit d'arrêter de se moquer d'elle, car il est impossible qu'il le pense vraiment. Harel lui demande pourquoi elle pense qu'il ment, alors elle explique que la plupart des hommes la prennent souvent pour un homme qui ne s'intéresse qu'à manier l'épée, et Harel admet qu'il a commis la même erreur lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois. Elle est sûre qu'Harel ne voudrait pas épouser quelqu'un qui n'a pas de charme féminin comme elle, mais Harel est en train de fixer deux atouts très convaincants en ce moment même. Quoi qu'il en soit, Lina dit qu'elle se concentre sur son objectif de devenir la meilleure épéiste du monde et qu'elle n'a donc pas le temps de s'adonner à l'amour, ce qui soulage Lilia, car cela signifie qu'elle n'aura pas à rivaliser pour attirer l'attention d'Harel. Elle commence à frotter la jambe d'Harel et lui propose de lui faire un massage spécial pour le remercier de tout le travail qu'il a accompli aujourd'hui, mais Harel refuse et demande à Lina de le faire à sa place. Cependant, au lieu d'un massage classique, il lui demande de le frapper avec son épée comme la dernière fois. Lina lui demande s'il est sûr de lui, car elle commence à se sentir mal à l'aise de le frapper autant, mais il répond que c'est la seule façon pour lui d'apprendre la compétence, courage, et que Lina est la personne la plus douée et la plus fiable qu'il connaisse, donc la seule à qui il peut demander de le faire. À ce moment-là, le père de Lilia descend pour voir ce qui se passe, et il pense d'abord que Lina passe sa frustration sur Harel parce qu'ils ont perdu le tournoi de cet après-midi, mais à sa grande surprise, Lilia lui dit qu'ils ont en fait gagné leur match contre Black Blood et qu'elle a gagné assez d'argent pour couvrir leurs dettes et permettre à la guilde de continuer à fonctionner. Son père n'en croit pas ses oreilles et demande si Black Blood a commis une erreur en envoyant une bande de débutants les affronter, mais elle lui apprend qu'ils ont en fait envoyé leurs combattants les plus forts et qu'Harel a quand même réussi à les battre tous à lui seul. Le père de Lilia est sous le choc, car il ne pensait pas qu'Harel serait aussi fort, mais il refuse de montrer le moindre signe d'optimisme et dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne les quitte pour une meilleure guilde. Lilia répond que cela n'arrivera pas, car elle va épouser Harel, mais Harel intervient et dit qu'il n'a jamais accepté aucune demande en mariage. Le père de Lilia continue de dire qu'il est inutile d'essayer de sauver la guilde, mais Harel en a assez de toute cette négativité, alors il dit au père de Lilia de se taire, car au moins Lilia a essayé de faire quelque chose de sa vie, contrairement à son père qui n'est qu'une excuse pitoyable. Il passe son temps à se plaindre du fait qu'il n'a plus qu'un bras, mais la dernière fois qu'Harel a vérifié, il suffisait d'une seule main pour tenir une épée. Cette dernière remarque met le père de Lilia en colère, alors il attrape Harel par le col et lui dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, car toutes les compétences de double épéiste qu'il avait autrefois sont pratiquement inutiles avec une seule lame, mais en tant que personne qui a dû apprendre à se battre sans aucune compétence, Harel lui dit de simplement s'améliorer. Le père de Lilia n'a rien à répondre à cela, alors il lâche Harel et quitte la salle d'entraînement en claquant la porte. Lilia s'excuse pour le comportement de son père et remercie Harel de lui avoir tenu tête, car elle pense que ses paroles ont peut-être un peu touché Rod. Lina espère que cela l'encouragera à recommencer à s'entraîner, car elle sait qu'il est quelqu'un d'extraordinaire au fond de lui, et Harel dit qu'il aimerait beaucoup voir Rod s'entraîner, car il y a beaucoup de techniques qu'il aimerait apprendre d'un double épéiste. Comme Harel semble vraiment intéressé par l'apprentissage de nouvelles techniques, Lilia lui suggère de descendre dans le donjon situé sous la ville. Elle lui dit que c'est un endroit rempli de pièges et grouillant de monstres, ce qui enthousiasme Harel. Lina veut également y aller, car elle a besoin d'acquérir une véritable expérience du combat afin de se préparer pour le tournoi du dieu de l'épée. Harel lui demande en quoi consiste le tournoi du dieu de l'épée, et elle lui explique qu'il est similaire au tournoi auquel ils viennent de participer, mais que celui-ci détermine le meilleur épéiste de toute la ville, ce qui est en fait un événement très important. Lilia suppose qu'Harel voudra y participer, alors elle sort un formulaire et lui dit de signer sur la ligne pointillée, mais Harel jette un coup d'œil et déchire les papiers, car Lilia essayait de le piéger pour qu'il signe un certificat de mariage. Lilia essaie de faire passer cela pour une farce inoffensive, mais Harel ne la laisse pas s'en tirer comme ça, alors il lui fait une prise de tête et refuse de la lâcher tant qu'elle ne s'excuse pas. Pendant ce temps, une femme vêtue d'une robe sombre les espionne à travers une boule de cristal, sur ordre de Georg, qui leur en veut. Il vient bientôt lui demander si elle a découvert où il se dirige, et elle lui répond qu'il semble se rendre au donjon. Georg trouve cela parfait, car personne ne le soupçonnerait si un malheureux accident venait à se produire pendant que les enfants s'y trouvent. Le lendemain matin, Lilia se faufile dans la chambre d'Harel en chemise de nuit pour tenter de le séduire, mais il a déjà vécu cela suffisamment de fois avec sa sœur pour sentir quand quelqu'un envahit son espace personnel. Il se réveille et attrape Lilia par la tête aussi fort qu'il le peut. Lilia commence à implorer sa pitié, alors Harel la lâche, mais il ne prend aucun risque et attrape les draps pour l'attacher à son lit.
Il se rend ensuite dans la chambre de Lina pour lui demander de l'aider à raisonner Lilia. Il frappe à la porte et entend Lina lui dire d'entrer, mais lorsqu'il entre, il la trouve profondément endormie dans son lit. Il s'avère qu'elle parle beaucoup dans son sommeil et qu'elle imagine la voix d'Arel comme celle de son père. Elle est vraiment mignonne à cet instant, alors il joue le jeu et lui caresse la tête. Plus tard dans la journée, le groupe se rend au donjon, et Arel est surpris de voir à quoi il ressemble, car il s'attendait plutôt à une entrée semblable à une grotte. Il est également choqué de voir qu'il y a autant de monde ici, mais Lina lui explique que c'est parce que le tournoi du dieu de l'épée approche et que tout le monde veut s'entraîner autant que possible avant le grand jour. Une fois à l'intérieur, Lilia montre à Arel le cercle de téléportation et lui explique qu'il permet aux gens de se téléporter instantanément à n'importe quel étage où ils sont déjà allés. Cependant, comme Arel n'est jamais allé dans le donjon, il va devoir descendre depuis le premier étage, mais Lilia lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle va lui montrer le chemin le plus rapide pour descendre aux étages inférieurs, et pendant qu'elle le fait, Lina peut aller faire ce qu'elle veut ailleurs. Lina dit qu'elle veut venir aussi, mais Lilia répond qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait de guide, car cela serait une perte de temps. Elle commence alors à conduire Arel vers l'entrée, mais elle mentionne à quel point elle est excitée à l'idée de s'amuser avec Arel une fois qu'ils seront seuls, alors il s'arrête immédiatement et dit à Lina qu'il veut qu'elle vienne aussi. Plus tard, le groupe fait face à son premier véritable défi, une armure vivante. Arel charge le premier et croise le fer avec l'une des armures. Il est impressionné par sa rapidité, mais il est encore plus rapide, et parvient donc facilement à lui couper la tête. Cependant, à la grande surprise d'Arel, l'armure continue de bouger même après avoir été décapitée. Lina explique que l'armure est vide et utilise la magie du donjon pour se déplacer, elle n'a donc pas de véritable point faible. Dans ce cas, Arel en conclut que le meilleur moyen de l'arrêter serait de lui couper les jambes. Il court donc vers elle et lui tranche les rotules comme si elle lui devait de l'argent. Lina finit de s'occuper de son armure peu après, la pièce est donc dégagée pour l'instant, mais l'armure finira par se régénérer tôt ou tard. Lilia s'approche alors pour dire à quel point le combat a été difficile, mais Arel lui fait remarquer qu'elle n'a littéralement rien fait pour aider. Lilia se défend en disant que ce n'est pas sa faute, car Arel et Lina ont détruit toutes les armures avant qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, mais à bien y réfléchir, Arel n'a littéralement jamais vu Lilia se battre, il ne sait donc même pas quelle est sa classe. Lilia sort son épée et lui dit qu'elle est escrimeuse, donc s'il veut apprendre l'une de ses techniques, elle se fera un plaisir de lui enseigner, mais un escrimeur n'est techniquement qu'une version dégradée de la classe de princesse épéiste de sa mère, donc Arel répond que Lilia n'a rien à lui apprendre. Le groupe se dirige vers la sortie de la pièce, mais tout à coup, il tombe sur un garçon qui semble gravement blessé. Il leur explique qu'il est tombé dans un piège après être entré dans une nouvelle pièce et que ses coéquipiers sont toujours coincés là-bas. Il a donc besoin d'aide pour les secourir. Lina accepte immédiatement de l'aider, mais Lilia lui demande d'attendre un instant, non pas parce qu'elle trouve le garçon suspect, mais parce qu'elle veut d'abord être payée. Sa devise étant de ne jamais rien faire gratuitement, elle demande au garçon de débourser de l'argent s'il veut qu'il sauve ses amis. Il cède à contre-cœur à ses exigences, et Lilia est désormais tout à fait disposée à l'aider. Cependant, alors que les autres sont d'accord, Arel trouve toute cette histoire louche, car le garçon semble terriblement mobile pour quelqu'un qui est couvert de sang. Lilia balaie ses doutes d'un revers de main et répond « Tout le monde n'est pas aussi fort qu'Arel, ce type a probablement juste pris quelques coups malchanceux pendant qu'il s'enfuyait. » Arel reste méfiant, car s'il avait perdu autant de sang que ce type, il ne serait pas capable de se tenir debout, et encore moins de marcher. Il est donc certain que les blessures du type sont fausses. Il ne sait pas quel genre de piège le type lui tend, mais il pense que ce sera un bon défi, alors il décide de jouer le jeu. Le type les conduit à l'entrée d'une pièce secrète, où il trouve une mare de sang au milieu, mais aucun signe des amis disparus du garçon. Lina se demande s'ils sont arrivés trop tard, mais Lilia est beaucoup plus préoccupée par la pièce de monnaie qu'elle aperçoit par terre, alors elle se précipite pour la ramasser, activant par inadvertance un cercle de téléportation. Le type se met à rire, car sa mission est accomplie puisqu'il a réussi à mener le groupe dans le piège, mais il ne se rend pas compte qu'il se trouve lui aussi à l'intérieur du cercle et se retrouve donc également pris au piège. Un instant plus tard, le groupe se retrouve à un autre étage, et ni Lina ni Lilia ne reconnaissent cet endroit, qui doit donc être l'un des étages les plus profonds. Ils entendent alors le type qui les a trompés dire que ce n'est pas juste qu'ils soient également pris au piège, et Lilia s'apprête à lui donner une raclée en guise de représailles, mais elle donne accidentellement un coup de pied à sa pièce qui atterrit au milieu de la pièce, provoquant l'apparition d'un chevalier de métal. Le type a l'air terrifié et explique qu'il a été payé pour les piéger dans un piège de téléportation qui les enverrait au fond d'un donjon où ils devraient affronter un dieu de l'épée, et que le chevalier qui se trouve là-bas est le dieu de l'épée en question. Lilia et Lina pensent que le type bluffe, car les classes de dieu de l'épée ne sont qu'un mythe, mais un instant plus tard, le chevalier dégaine son épée et lance une attaque qui manque de décapiter le type. Le chevalier cible ensuite Arel et le projette contre un mur avec beaucoup de force, mais grâce à tout son entraînement d'endurance avec Lina, Arel est capable de résister avec un minimum de dégâts.
Il riposte alors contre le chevalier, mais celui-ci utilise une version avancée du Dash Divine Step pour reculer. Harel est certain qu'il s'agit d'un véritable dieu de l'épée, mais plutôt que de s'inquiéter, il y voit une bonne occasion de se donner à fond et de tester toutes ses compétences. Il utilise alors le Divine Step pour réduire la distance et croiser le fer avec le chevalier, mais celui-ci active en représailles une capacité appelée Divine Présence. Cette capacité restreint normalement les mouvements de toutes les personnes présentes dans la zone, mais Harel n'est pas affecté car il a passé beaucoup de temps à s'entraîner avec sa mère pour apprendre à la contrer. À l'époque, il pouvait à peine rester debout, mais aujourd'hui, il est capable d'esquiver l'attaque du chevalier et de le tailler en pièces avec son Infinite Break Slash. Maintenant que le combat est terminé, Harel boit de l'eau bénite pour récupérer, et pendant qu'il se repose, Lina et Lilia lui demandent comment il connaissait les techniques du dieu de l'épée alors qu'elle-même ne les avait jamais vues auparavant. Il explique qu'il les a apprises de sa mère, et que même si elle se limite généralement aux techniques d'une princesse de l'épée, elle est en réalité un dieu de l'épée. Cela semble difficile à croire, mais Lina sait qu'Harel ne mentirait pas à ce sujet, alors elle le croit. Cependant, elle ne comprend pas pourquoi sa mère ferait semblant d'être une princesse épéiste. Il répond que sa mère ne voulait tout simplement pas attirer l'attention que cela impliquerait, alors elle a gardé cela secret. De retour à la surface, Rod vient d'apprendre le piège tendu par Georg, et il est bouleversé à l'idée que sa fille puisse être morte, mais à la surprise de Rod et Georg, Harel et les autres entrent dans le bar en riant comme si de rien n'était. Rod est soulagé que Lilia soit saine et sauve, et Georg n'arrive pas à croire qu'ils aient réussi à survivre face à un dieu de l'épée. Lilia sourit et dit à Georg qu'Harel l'a facilement vaincu, mais ce n'est pas tout, car ils ont déjà obtenu des aveux de l'enfant selon lesquels Georg était l'instigateur du piège. Georg commence à paniquer un peu à l'idée d'avoir été pris, mais il se souvient alors qu'il n'y a pas de loi dans le donjon et qu'il ne peut donc pas être arrêté pour les crimes commis à l'intérieur. Il sort avec assurance, leur disant qu'ils ne peuvent rien y faire, mais dès qu'il rentre chez lui, il commence à saccager sa chambre, car il n'arrive pas à croire qu'un enfant comme Harel soit tellement meilleur que lui. Soudain, une épée dans sa chambre se met à lui parler et lui promet de l'aider à atteindre son objectif s'il la libère. Le lendemain, Lilia et Lina sont assises dans un salon, et Lilia semble très inquiète car les appariements préliminaires du tournoi ont été affichés, et elle vient d'apprendre qu'elle va devoir affronter Harel, ce qui signifie qu'elle n'a plus aucune chance d'atteindre la finale. Harel lui dit de ne pas trop s'en faire, car ses chances de gagner le tournoi étaient déjà assez minces vu son niveau, mais cela ne la réconforte pas pour autant. Heureusement pour Lina, elle n'est pas dans la même partie du tableau qu'Harel, mais elle devra tout de même affronter de nombreux adversaires coriaces, elle devra donc faire de son mieux si elle veut passer les préliminaires cette année. Lilia a également l'intention de faire de son mieux, même si elle sait qu'elle n'a aucune chance de battre Harel. Elle dit donc qu'elle va retourner dans le donjon pour s'entraîner aujourd'hui. Elle demande à Harel de l'accompagner, car elle veut qu'il soit là pour la protéger au cas où quelque chose de grave arriverait, mais il n'a pas vraiment envie de retourner dans le donjon. À ce moment-là, Rod sort pour voir ce qui se passe, et après avoir appris que Lilia prévoit de retourner dans le donjon, il lui recommande d'être très prudente, car on ne sait pas quand Georg pourrait lui tendre un autre piège, et il ne veut pas la perdre. Lilia voit que son père est vraiment inquiet pour elle, alors elle lui assure qu'elle restera sur ses gardes à tout moment, ce qui le soulage énormément. Harel est surpris par le changement soudain de comportement de Rod, mais après avoir failli perdre sa fille à cause de la cruauté de Georg, il a réalisé qu'il ne pouvait pas rester faible simplement parce qu'il avait perdu un bras, et il a donc décidé de recommencer à s'entraîner. Quelque temps plus tard, le jour des préliminaires de la Coupe du Dieu de l'épée arrive enfin et une foule immense se rassemble pour voir tous les épéistes s'affronter. Malgré tout son entraînement, Lilia finit par perdre son premier combat contre un inconnu, ce qui la contrarie beaucoup. Harel tente de la réconforter en lui disant que son échec était inévitable et qu'elle n'a donc pas à s'en vouloir, mais cela ne la réconforte pas le moins du monde. Harel a remporté tous ses combats jusqu'à présent, et le prochain match de cette catégorie sera donc la finale. Bien que Lilia soit consciente de sa force, elle lui recommande de rester sur ses gardes, car la femme qu'il va affronter possède de nombreuses compétences uniques. Harel se demande ce que Lilia entend par « compétences uniques », car il pensait avoir vu à peu près toutes les compétences du donjon. Cependant, Lilia explique que jusqu'à présent, Harel n'a rencontré que des compétences d'escrime, mais que cette femme appartient à la classe des épéistes magiques, ce qui signifie qu'elle peut enchanter sa lame avec de la magie pendant qu'elle se bat. Harel est surpris qu'il n'y ait aucune règle interdisant l'utilisation de la magie, puisqu'il s'agit d'un tournoi d'escrime, mais cela ne le dérange pas vraiment. Il monte sur scène, et la première chose que dit la jeune fille est que le tournoi autorise les épéistes magiques, et qu'elle ne veut donc entendre aucune excuse selon laquelle la magie serait contraire aux règles après sa victoire. Harel répond qu'il est toujours prêt à relever un bon défi. Le combat commence et la jeune fille se met à lancer des boules de feu à répétition, forçant Harel à sauter autour du ring pour les éviter toutes. Il tente de charger pour pouvoir frapper la jeune fille de près, mais elle part l'attaque et lance une autre boule de feu à bout portant pour le forcer à reculer. À ce stade,
Harel a une bonne idée des capacités de la jeune fille et il admet qu'il doit être très pratique de pouvoir attaquer à la fois à longue et à courte distance, mais au final, il estime que son niveau de compétence n'est que moyen, car elle ne maîtrise vraiment ni la magie ni le maniement de l'épée. Elle ne fait que lancer des attaques à répétition. La jeune fille s'offusque et répond à Harel qu'il ne dira plus cela lorsqu'elle utilisera sa technique ultime contre lui. Elle utilise alors la magie pour envelopper son épée de flamme, ce qui attire l'attention car c'est un spectacle rare. Elle commence à lancer des vagues de feu sur Harel, qui est vraiment impressionné car les mouvements erratiques des flammes rendent difficile de déterminer d'où viennent les attaques. Il lui dit que ce sera certainement une technique spectaculaire lorsqu'elle la maîtrisera, mais pour l'instant, elle est encore si basique qu'il n'a presque pas besoin de bouger pour dévier les flammes. Si l'habileté à l'épée de la jeune fille était au moins aussi bonne que celle de Lilia, il aurait peut-être eu du mal à contrer la technique de l'épée de feu, mais elle est juste venue ici dans l'espoir de battre ses adversaires grâce à sa puissance de feu, il ne lui faudra donc pas grand-chose pour la vaincre. La jeune fille se met en colère et dit qu'il est impossible qu'elle soit vaincue par un loser sans classe, mais l'instant d'après, Harel utilise un double coup d'épée pour éteindre le feu de son épée, puis il se précipite vers elle pour la mettre KO. Harel est ainsi déclaré vainqueur de cette partie des préliminaires, mais la seule chose qui l'intéresse à présent est de savoir s'il existe un entraînement spécial qui lui permettrait d'apprendre à utiliser la magie. Quelques jours plus tard, Lilia réveille son père qui fait la sieste et lui dit que c'est l'heure du match d'Harel dans la coupe du dieu de l'épée, mais Rod répond qu'il n'ira pas. Lilia commence à lui tirer le bras et à le supplier de se lever, car leur guilde a déjà réservé des places, mais il refuse catégoriquement d'assister au tournoi. Lilia lui demande si c'est parce qu'il a peur de croiser Georg là-bas, mais il répond que ce n'est pas la raison. Il explique qu'il a recommencé à s'entraîner il y a quelques jours et qu'il s'est rendu compte à quel point il était rouillé. Il pourrait même avoir du mal à remporter le tournoi Sword God dans son état actuel, mais entendre son père parler de la victoire comme si c'était le minimum l'a vraiment énervé, car elle n'a même pas pu se qualifier. Elle lui dit qu'il ira à l'arène aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, et elle le tire du canapé pour qu'il s'habille. Une fois Rod prêt, Lilia et lui se mettent en route vers l'arène, et même s'il se plaint de ne pas vouloir aller au tournoi, Lilia sait qu'il serait allé le voir en secret de toute façon, car il ne rate jamais une occasion de voir les membres de sa guilde performer, et Rod ne peut pas le nier. Pendant ce temps, dans l'arène, Lina s'agite sur son siège, car elle est très nerveuse à l'approche de son combat. Harel finit par s'approcher et lui demande si quelque chose ne va pas, car il ne l'a jamais vue aussi anxieuse auparavant, mais Lilia répond qu'elle ne peut s'en empêcher, car c'est le plus grand événement de la ville, et pour ne rien arranger, elle ne saura qui est son adversaire qu'au début du combat, elle ne sait donc pas à quel type de combattant elle va être confrontée. À ce moment-là, l'annonceur informe tout le monde que le premier combat de la journée opposera le vainqueur de l'année dernière, Georg, l'empereur de l'épée, à Harel. Harel est surpris d'apprendre qu'il va d'abord affronter Georg, mais il est toujours prêt pour un bon combat, alors il se dirige vers Georg pour l'affronter. Cependant, lorsque Georg entre dans l'arène, tout le monde est choqué de découvrir qu'il a trouvé le moyen de se rendre encore plus laid qu'il ne l'était auparavant, et Harel peut sentir une énergie sinistre émaner de lui. Rod et Lilia sont dans les tribunes, et Lilia se demande pourquoi Georg ressemble désormais à un monstre, mais son père comprend que quelque chose ne va vraiment pas. À ce moment-là, il remarque l'épée dans la main de Georg et crie à Harel de rester à l'écart à tout prix, car cette lame renferme un puissant démon. Le démon est surpris, car il ne pensait pas que quelqu'un serait capable de reconnaître l'épée aussi rapidement, et il est clair qu'il a déjà pris le contrôle total du corps de Georg. La légende raconte que la lame que le dieu de l'épée a utilisée pour tuer le démon a été maudite par une rancune, et que l'âme de ce démon réside désormais en elle, mais cette épée était censée être scellée dans le coffre-fort royal, et Rod ne comprend pas comment Georg a pu mettre la main dessus. Le démon répond qu'il ne fallait qu'une question de temps avant qu'un idiot ignorant ne vienne chercher le pouvoir et ne le libère, et que cet idiot était Georg. Le démon d'Urgilda prévoit donc maintenant de semer le chaos dans le monde. Je ne comprends toutefois pas pourquoi il a choisi d'attendre patiemment le début du tournoi avant de faire son apparition s'il veut simplement détruire le monde. Lina n'arrive pas à croire que Durgilda soit vraiment là, car elle a appris en cours d'histoire que ce démon avait été invoqué par une divinité maléfique dans l'Antiquité pour brûler le monde, mais tout le monde pensait que c'était un mythe. Tout le monde commence à paniquer lorsqu'il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une blague, alors ils se mettent tous à courir hors de l'arène, et Durgilda adore tous ces cris de terreur pure. Cependant, avant que quiconque ne puisse sortir du stade, Durg lance un sort pour créer une barrière qui les emprisonne tous à l'intérieur. Malgré tous leurs efforts, aucun d'entre eux ne parvient à s'échapper, et Durg prévoit de prendre son temps pour les massacrer tous, mais il remarque alors qu'Harel se prépare à se battre. Il trouve amusant qu'un gamin comme lui soit assez stupide pour lever son épée au lieu de supplier qu'on lui accorde grâce, mais Harel se dit confiant dans sa capacité à remporter ce combat. Après tout, il y a longtemps, Durg a été vaincu par un dieu de l'épée, il n'est donc pas invincible. Durg admet qu'il a effectivement été vaincu par un dieu de l'épée dans le passé, mais d'après les souvenirs de Georg, il n'y a actuellement aucun dieu de l'épée en vie, donc personne ne peut l'arrêter.
Harel dit à Durg qu'il s'est trompé sur 2 points à l'instant. Tout d'abord, il existe encore au moins un dieu de l'épée vivant à cette époque, et deuxièmement, même si Harel n'est pas techniquement un dieu de l'épée, il est toujours convaincu qu'il peut battre Durg. Durg se met à rire, pensant qu'Harel doit être délirant, mais il cesse rapidement de trouver cela drôle lorsqu'Harel utilise son pas divin pour réduire la distance qui les sépare et manque de décapiter Durg. Durg n'en croit pas ses yeux, car seul un dieu de l'épée devrait avoir cette capacité. Il exige donc de savoir comment il l'a acquise, mais Harel n'est pas disposé à parler pour le moment. Il commence à attaquer Durg sans relâche, mais Durg affiche soudain un sourire narquois lorsqu'il réalise qu'il se trouve dans le corps d'un empereur de l'épée, ce qui rend ses coups d'épée incroyablement puissants. Il saute en l'air et frappe directement l'épaule d'Harel, le projetant au sol, mais à la grande surprise de Durg, une fois la poussière retombée, Harel est parfaitement indemne. Il ne comprend pas comment un enfant a pu esquiver une attaque aussi puissante, mais Harel répond simplement que son entraînement pour acquérir la compétence, courage, commence enfin à porter ses fruits. Durg commence à s'inquiéter car rien de ce qu'il tente contre Harel ne fonctionne, et à ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit vaincu. Peu après, Harel utilise la compétence, pause infinie, pour attaquer Durg des centaines de fois en une seule seconde, ce qui est bien trop pour lui. Il finit par être submergé et Harel remporte la victoire. Le corps de Georg est complètement hors d'état de nuire, et Harel est convaincu que Durg ne devrait plus être en mesure d'attaquer, alors il commence à s'éloigner. Pendant ce temps, Durg prononce intérieurement tous les jurons possibles et imaginables, car il ne veut pas être à nouveau scellé, mais il sait qu'il n'a aucun moyen de battre Harel. Il en arrive à la conclusion que la meilleure chose à faire serait de s'éloigner le plus possible d'Harel, mais pour cela, il doit trouver un nouvel hôte dont le corps sera assez fort pour s'échapper. Il envisage brièvement de s'en prendre à Lina, mais Harel est trop près d'elle, alors il décide plutôt de cibler Rod. Soudain, Harel remarque que l'épée du démon s'envole de la main de Georg dans sa direction. Il se jette devant Lina pour la pousser hors de danger, mais l'épée remonte et frappe les gradins à la place. Lorsque la fumée se dissipe, Lilia est indemne, mais Durg tient désormais l'épée contre son cou avec le corps de Rod et exige qu'Harel le laisse partir, sinon sa femme sera tuée. Harel répond sans détour qu'il n'a jamais épousé Lilia, mais Durg pense qu'il bluffe car il a accès aux souvenirs de Rod et se souvient clairement de toutes les fois où Lilia a dit à Rod qu'elle allait épouser Harel. Harel n'a soudainement plus envie de sauver Lilia, alors il se prépare à attaquer quand même, mais Lina lui dit d'arrêter car Lilia est toujours leur amie. Harel lui dit qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, car il ne pense pas que Durg serait capable de faire du mal à Lilia, et Durg prend cela comme un défi. Il se prépare donc à trancher la gorge de Lilia pour prouver qu'il est sans pitié, mais pour une raison quelconque, ses bras refusent de bouger. Rod est toujours conscient à l'intérieur de son corps, et il est hors de question qu'il reste les bras croisés à regarder sa fille se faire assassiner de ses propres mains. Il commence donc à se battre pour expulser Durg de son corps. Durg propose désespérément à Rod de lui rendre sa gloire passée s'il lui cède son corps. Si cela s'était produit quelques jours plus tôt, Rod aurait peut-être succombé à la tentation, mais grâce à Harel, il sait désormais que tout est possible à force de travail, et il n'a donc pas besoin du pouvoir de Durg. Rod reprend le contrôle de son corps et lance l'épée vers Harel, qui la coupe en morceaux, détruisant Durg pour de bon. Mais si briser l'épée suffit à se débarrasser de lui, alors pourquoi diable quelqu'un a-t-il pensé que c'était une bonne idée de la garder? Plus tard, de retour à la guilde, Rod a retrouvé sa passion pour l'escrime, et grâce à toute la publicité qu'Harel a faite pour leur guilde, il y a beaucoup de nouveaux candidats qu'il doit former. Alors qu'il les bête brutalement, il leur crie qu'ils doivent cesser de compter autant sur leurs compétences et apprendre à se défendre, mais les élèves le supplient tous d'avoir pitié car ils ne peuvent plus en supporter davantage. Pendant ce temps, l'un des élèves se cache derrière un mur à proximité lorsque Lilia l'aperçoit. Elle lui demande pourquoi il se relâche alors que lui et les autres sont censés s'entraîner, mais il lui répond que Rod est beaucoup trop intense et qu'il avait besoin d'une pause. Lilia admet que son père est devenu beaucoup plus passionné par l'art de l'épée depuis qu'il a rencontré Harel. En parlant d'Harel, le garçon demande où il est, car il ne s'est pas montré de toute la journée. Lilia lui apprend qu'Harel a récemment quitté la guilde et que Lina est partie à sa recherche. Lilia a réussi à se contenir jusqu'à présent, mais elle fond soudainement en larmes, car elle trouve injuste qu'Harel l'ait abandonnée. Quant à Harel, il est actuellement en route pour retourner dans sa ville natale, et le chauffeur est surpris d'apprendre qu'Harel a remporté la coupe du dieu de l'épée pendant son court séjour dans la ville. Il lui demande s'il est sûr de vouloir partir si soudainement au sommet de sa gloire, mais Harel répond qu'il n'a plus rien à apprendre ici et qu'il n'y a donc aucune raison de rester plus longtemps. De plus, il avait l'intention de rentrer chez lui afin de pouvoir enfin tester ses compétences, car avec tout ce qu'il a appris, il pourrait peut-être enfin vaincre sa mère. De retour dans la ville natale d'Harel, sa mère est occupée à cueillir des fleurs dans le jardin. Il essaie de s'approcher d'elle sans se faire remarquer, mais elle l'interpelle soudainement sans même regarder dans sa direction. Elle lui dit qu'elle est heureuse de le revoir et qu'elle voit bien qu'il est devenu beaucoup plus fort, car elle n'a pas senti sa présence avant qu'il ne soit à quelques mètres d'elle.
Harel lui annonce sans détour qu'il a remporté la coupe du dieu de l'épée, ce qui enthousiasme sa mère, car elle avait fait de même lorsqu'elle était enfant. Cependant, alors qu'Harel s'apprête à lui demander un duel pour tester sa force, elle décide d'affirmer sa supériorité et se précipite devant lui si rapidement qu'il n'a pas le temps de réagir. Sa mère ne fait que s'amuser, mais si elle avait tenu une épée à la place d'une fleur, il aurait pu avoir de sérieux ennuis, et c'est exactement pour cette raison qu'il veut s'entraîner à nouveau avec elle. Elle lui dit qu'elle ne serait pas contre s'entraîner avec lui, mais que s'il le faisait maintenant, il finirait certainement par détruire la maison. Elle invite donc Harel à venir au terrain d'entraînement derrière la montagne, et il accepte avec joie. Une fois arrivée, Farah lui dit qu'elle est impatiente de voir à quel point son fils est devenu fort, puis elle se jette immédiatement sur lui avec une autre attaque Divine Step. Cependant, après l'avoir vu faire une fois, Harel a compris comment réagir, alors il lève son épée à temps et bloque son attaque. Il saute ensuite en l'air et effectue une combinaison de Divine Slash et Twin Blade Slash, mais Farah parvient à bloquer toutes les attaques avant qu'elle ne la touche. Elle est impressionnée car elle ait réussi à combiner deux compétences, et Harel lui demande quelle compétence elle a utilisée pour bloquer ses attaques, car il ne l'avait jamais vue auparavant, mais elle lui répond qu'elle n'a utilisé aucune compétence. En l'observant, Harel a appris à ne pas trop compter sur les compétences spéciales tout le temps, car elle se contentait de manier son épée normalement pour contrer ses attaques. Pendant ce temps, en ville, les habitants entendent soudainement beaucoup de bruit provenant de la forêt et sont tous effrayés, craignant qu'il s'agisse d'un monstre puissant, mais ce ne sont qu'Harel et Farah qui se battent de toute leur force. Farah tente d'utiliser présence divine pour ralentir Harel, mais il maîtrise déjà cette compétence, qui n'a donc plus aucun effet sur lui. Farah est impressionnée par les progrès d'Harel, alors elle dit qu'elle va sortir l'artillerie lourde, et Harel répond qu'il va faire de même. Ils se précipitent tous les deux vers l'autre et se frappent avec Infinite Break. Pendant ce temps, Lina vient également de rentrer chez elle, mais il n'y a personne et elle se demande si cela a un rapport avec les bruits forts qu'elle a entendus plus tôt, mais cela lui importe peu car elle veut juste revoir Harel. Elle frappe à sa porte pour voir s'il est chez lui, mais à sa grande surprise, c'est une petite fille qui lui ouvre. Elle suppose qu'il s'agit de la petite sœur d'Harel, alors elle lui demande si Harel est là, mais la fille jette un coup d'œil à la poitrine généreuse de Lina et devient jalouse. Elle traite Lina de vache et essaie de claquer la porte. Lina ne comprend pas pourquoi la fille n'arrête pas de la traiter de vache, mais elle maintient la porte ouverte et essaie d'expliquer qu'elle veut juste parler à Harel. Cependant, la fillette refuse de l'écouter et lui dit qu'Harel ne voudrait jamais avoir affaire à une vache comme elle. À ce moment-là, Harel et Farah reviennent, et Farah dit à la sœur d'Harel d'arrêter d'être impolie avec leur invité. La fillette est ravie de revoir Harel et se jette dans ses bras, mais elle se demande pourquoi lui et Farah ont l'air si abattus. Farah explique qu'elle et Harel se sont affrontés et qu'ils sont allés un peu trop loin. La sœur d'Harel demande qui a gagné, alors Farah lui répond qu'Harel a pris le dessus, ce qui étonne Lina, car Farah est une déesse de l'épée. Cependant, Harel dit que s'il a fini par gagner, c'est uniquement parce que Farah n'est plus au meilleur de sa forme depuis qu'elle a arrêté de s'entraîner sérieusement il y a des années, et il ne veut pas que cette victoire lui monte à la tête. Farah dit à Harel de ne pas parler ainsi, car cela la fait passer pour une vieille dame, mais il lui répond qu'elle est encore bien trop jolie pour être une vieille dame. Ils rentrent tous à l'intérieur et s'assoient à table pour discuter. Farah aimerait interroger Harel sur toutes les aventures qu'il a vécues dans la cité de l'épée, mais elle est beaucoup plus intéressée par la façon dont Harel et Lina se sont rencontrés, car elle adore les histoires d'amour. Harel explique que Lina et lui ont vécu ensemble pendant qu'il était à Sword City, et le visage de Farah s'illumine d'excitation après avoir entendu cela, mais Lina précise qu'ils étaient simplement membres de la même guilde et qu'il n'y a donc eu aucun comportement inapproprié entre eux. Harel demande à Lina pourquoi elle est venue lui rendre visite si soudainement, et elle répond qu'elle voulait lui demander pourquoi il avait soudainement abandonné la guilde comme ça. Harel est perplexe, car il est sûr d'avoir remis une lettre de démission officielle avant de partir, il n'est donc pas parti sans prévenir la guilde, mais ce n'est pas ce dont parle Lina. Elle lui dit qu'il aurait au moins pu venir lui dire au revoir en personne avant de partir, mais Harel n'y a pas prêté attention. Farah l'interrompt et dit qu'elle est heureuse car elle est une amie qui se soucie suffisamment de lui pour faire tout ce chemin juste pour lui rendre visite, mais Lina lui répond que c'est en fait aussi sa ville natale, qu'elle serait donc revenue de toute façon, et que prendre des nouvelles d'Harel n'était pas la seule raison pour laquelle elle voulait venir ici. Elle se tourne donc vers Farah et lui demande si elle serait prête à l'accepter comme disciple. Farah ne s'attendait pas à une telle demande, mais avant qu'elle n'ait pu répondre à Lina, quelqu'un entre soudainement par la porte d'entrée et elle reconnaît la voix d'Evans. Evans entre dans la pièce à la recherche de Farah et lui dit qu'il a besoin de son aide pour une urgence, car un bruit terrifiant provenait de derrière la montagne il y a peu et qu'ils doivent se préparer au cas où il s'agirait d'un monstre. Farah et Harel comprennent immédiatement qu'ils sont la cause de la panique, mais Farah sait qu'elle se ferait gronder si elle lui disait la vérité, alors elle ment et lui dit qu'elle a déjà vaincu le monstre. Evans ne pose pas vraiment de questions, car il est simplement soulagé que le village soit en sécurité. Maintenant qu'il s'est calmé, il remarque que Lina est là et lui demande quand elle est revenue. Au début, Farah ne reconnaît pas Lina,
car elle a beaucoup changé depuis son enfance, mais en y regardant de plus près, il constate qu'elle ressemble beaucoup à la défunte épouse d'Evans. Evans demande pourquoi Lina se trouve chez Farah, qui lui explique que Lina a simplement demandé à apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour être une bonne épouse pour Harel. Evans fond en larmes de joie car il pense que sa fille va bientôt se marier, mais celle-ci panique et lui dit qu'elle voulait simplement demander à Farah de lui apprendre à mieux manier l'épée. Farah insiste sur le fait qu'il y aura du temps pour apprendre à manier l'épée et pour les leçons de femme au foyer, mais lorsque Lina se tourne vers Evans pour lui demander de raisonner Farah, à sa grande surprise, celui-ci semble tout à fait d'accord. Après la mort de sa femme, il s'inquiétait pour l'avenir de Lina, car la seule chose qu'il savait lui enseigner était le maniement de l'épée. Il serait donc ravi que Farah lui enseigne quelques compétences ménagères, et Farah lui assure qu'il peut lui faire confiance pour s'occuper de Lina. Evans est reconnaissant d'entendre cela, alors il dit qu'il va retourner à ses occupations et qu'il va laisser Lina aux soins de Farah. Il lui dit de faire de son mieux, et Lina se demande comment les choses ont pu tourner ainsi. Pendant tout ce temps, le père d'Harel est occupé dans son bureau à travailler sur ses recherches en magie, mais il n'est pas surpris quand Harel entre, car il a entendu toute l'agitation plus tôt. Harel demande comment avancent les recherches de Léon, et celui-ci est heureux d'annoncer qu'il est sur le point de faire une découverte majeure. Si son hypothèse s'avère correcte, cela pourrait devenir une technique ultime. Cela mis à part, il demande à Harel s'il est vrai qu'il a ramené une jolie petite amie, et Harel ne le nie pas, mais il dit qu'il la décrirait plutôt comme belle que mignonne. Plus important encore, il dit qu'il y a quelque chose dont il voulait parler, il vient de battre Farah dans un combat à l'épée, et il aimerait maintenant que Léon lui enseigne la magie. Cependant, Léon répond qu'il serait impossible pour Harel d'apprendre la magie, et qu'il devrait donc abandonner cette idée. Pendant ce temps, Farah est dans la cuisine avec Lina et essaie de lui apprendre à cuisiner. Lina accepte de faire de son mieux, mais comme elle n'a littéralement aucune expérience en dehors de l'épée, elle finit par réduire la table en miettes. Lina s'excuse pour les dégâts qu'elle a causés, mais Farah lui dit que ce n'est pas grave, car cela signifie simplement qu'elle devra commencer par les bases. Peu après, Harel et Léon finissent de réparer la table, mais tandis qu'Harel range les outils, il demande à Léon pourquoi il n'a pas simplement utilisé la magie pour réparer la table. Léon répond que Farah aime qu'il fasse les choses à la main, mais comme Harel veut le voir utiliser la magie, il prend la tasse cassée de Mira et jette un sort de reconstruction pour la réparer. Pendant qu'il range le matériel, il dit à Harel qu'il ne devrait vraiment pas se faire trop d'illusions en ce qui concerne la magie. Il a prouvé que même quelqu'un né sans classe pouvait apprendre à manier l'épée, mais que l'utilisation de la magie nécessite une grande réserve de mana, et que ce n'est pas quelque chose que l'entraînement peut améliorer. Harel admet qu'il lui serait impossible d'utiliser la magie sans disposer d'une grande réserve de mana, mais il demande si cela fonctionnerait tant qu'il aurait du mana. Léon répond qu'il pourrait probablement apprendre des sorts même sans appartenir à la classe des mages tant qu'il dispose de mana, mais il pense qu'il est peu probable qu'Harel ait de la magie en lui, car si c'était le cas, il aurait déjà accidentellement lancé au moins une forme de magie. Cependant, Harel affirme être sûr d'avoir de la magie en lui, car à Sword City, alors qu'il s'entraînait avec Lina, il a consommé beaucoup d'eau bénite de la guilde, alors Lilia est allée dans l'entrepôt et a trouvé un tas de potions mystérieuses qu'Harel a pu utiliser à la place. Lina a dit à Harel de ne pas les boire, car elles pouvaient être toxiques, mais il a pensé que boire du poison pourrait lui donner une compétence de résistance au poison, alors il l'a fait quand même. Finalement, il dit que cela ne s'est pas avéré toxique et qu'il a clairement senti que cela avait restauré quelque chose dans son corps autre que la protection divine, il pense donc qu'il s'agissait de mana. Si ce qu'Harel dit est vrai, alors son père croit qu'il pourrait vraiment être capable d'apprendre la magie, et il accepte donc de lui enseigner. Il demande à Harel s'il peut encore sentir la sensation du mana à l'intérieur de son corps, et après avoir obtenu confirmation, Léon lui demande d'essayer de le déplacer et de le condenser en un seul point. Harel fait de son mieux, et au début, rien ne se passe, mais finalement, une faible lumière bleue commence à briller dans sa main. Son père est ravi quand il voit cela, car même si la lumière est faible, c'est la preuve qu'Harel possède bel et bien du mana, même si ce n'est qu'une petite quantité. Harel commence à se sentir étourdi, car cette petite lumière a apparemment épuisé tout le mana qu'il avait dans son corps. Son père lui dit qu'il va devoir travailler pour augmenter la taille de son réservoir de mana avant de pouvoir lancer des sorts, mais comme travailler dur est ce qu'il fait le mieux, il devrait y parvenir en un rien de temps. Le lendemain, Harel se rend à la boutique d'objets et dépose une pile de pièces d'or sur le comptoir, car il veut acheter toutes les potions de mana qu'ils ont en stock. À partir de ce moment-là, il continue à vider et à remplir sa réserve de mana pour l'augmenter. 6 mois plus tard, la réserve de mana d'Harel a suffisamment augmenté pour lui permettre de maintenir une boule de mana, et son père le félicite pour son excellent travail, mais il reste encore beaucoup à faire, car le mana actuel d'Harel n'équivaut qu'à celui d'un enfant de 10 ans. Il tend à Harel un morceau de papier sur lequel est écrit un texte magique et lui explique que normalement, avec une classe de mage, le magiscript d'un sort particulier vous vient spontanément à l'esprit, mais comme Harel n'a aucune compétence, il va devoir mémoriser le magiscript de chaque sort qu'il veut lancer.
Comme cela va être difficile, Léon suggère à Harel de se faire aider pour apprendre les bases dans la cité de la magie, mais il devra d'abord entraîner son mana pour atteindre le niveau requis pour y entrer. 3 ans ont passé, et Lina est devenue très douée pour les tâches ménagères grâce au conseil de Farah, ce dont elle lui est très reconnaissante. À ce moment-là, Lina et Farah entendent Mira pleurer, et quelques instants plus tard, celle-ci entre dans la cuisine avec un mot. Elle leur dit qu'elle est allée dans la chambre d'Harel plus tôt pour le réveiller, mais qu'à son arrivée, il était parti et qu'il ne restait qu'un mot. Tout le monde jette un œil au mot, qui dit mot pour mot, je pars pour la cité magique, je t'aime, Harel. Ils n'arrivent pas à croire qu'Harel soit parti sans même leur dire au revoir, et Mira est particulièrement blessée. Harel avait bien mentionné qu'il s'intéressait à la cité magique, il était donc inévitable qu'ils finissent par partir, mais cela rend Mira très triste, et Farah la réconforte en la serrant dans ses bras. Lina est également triste car elle soit partie si brusquement, mais elle se rend compte qu'elle n'a pas le droit de se plaindre puisqu'elle a en quelque sorte fait la même chose à son père lorsqu'elle est partie pour la cité des épées, mais elle n'avait aucune idée à quel point cela pouvait être douloureux d'être abandonnée ainsi. Farah prend également Lina dans ses bras et lui dit qu'elle ferait mieux de ne pas disparaître à son tour, mais Lina n'a jamais eu l'intention de partir alors qu'elle a encore tant à apprendre de Farah. Farah est heureuse d'apprendre que Lina restera même si Harel est parti, mais même si elle ne s'inquiète pas particulièrement pour sa sécurité, elle aimerait que lui et sa sœur aînée Aster se soucient un peu plus des sentiments des autres. Pendant ce temps, Harel est déjà dans une calèche en route pour la ville de Magic, mais le cocher lui dit qu'il faudra encore 2 jours pour y arriver, il devra donc patienter. Le cocher dit à Harel qu'il est vraiment intrigué, car il y a 3 ans, il a fait sensation dans la ville des épées, puis il a disparu et est rentré chez lui immédiatement, et maintenant, il veut aussi aller dans la ville de Magic. Harel se rassied sur son siège, et l'enfant assis à côté de lui demande s'il se rend vraiment à la ville de la magie, car il semble un peu trop âgé pour postuler à l'institut de magie. À ce moment-là, la fille assise en face de lui crie à Keto d'arrêter d'être impoli, car Harel est clairement nul en magie et a probablement échoué plusieurs fois aux examens d'entrée de l'institut de magie, c'est pourquoi il revient aujourd'hui pour postuler à nouveau. Harel s'apprête à expliquer qu'il n'a en fait jamais passé l'examen d'entrée à l'institut de magie, mais Keto crie soudainement à Kufa que c'est elle qui est impolie, et les deux commencent à se disputer. La fille assise à côté d'eux, Colette, tente de les calmer, et Harel suppose qu'ils doivent tous être des sorciers se rendant à l'institut de magie, mais vu leur âge, ils n'ont probablement reçu leur don magique que quelques jours auparavant. Après avoir fini de se disputer avec Kufa, Keto se tourne vers Harel et se présente comme un mage rouge. Il demande ensuite à Harel quel type de magie il maîtrise, et celui-ci réfléchit un instant. Pendant qu'il apprenait auprès de son père, Léon lui a expliqué qu'il existe 6 types de magie, rouge, bleu, verte, jaune, blanche et noire, chacune ayant ses propres sorts associés. Normalement, un mage est limité au sort de sa couleur, mais Harel n'a pas cette restriction, alors Léon lui a enseigné les bases des 6 types de magie. Il dit donc à Keto qu'il n'est particulièrement doué dans aucun type de magie, car il n'appartient à aucune classe. Keto et les autres pensent qu'Harel se moque d'eux, car aucune personne sans classe ne voudrait se rendre dans la ville de la magie, mais Harel leur assure qu'il dit la vérité et sort même sa carte d'identité pour le prouver. Les enfants sont tous choqués lorsqu'ils réalisent qu'Harel n'appartient vraiment à aucune classe, et ils commencent tous à lui demander pourquoi il se donne la peine d'aller dans la ville magique alors que tout le monde sait que les perdants sans classe ne peuvent pas utiliser la magie. Harel a déjà eu cette conversation plusieurs fois, il n'est donc pas vraiment intéressé à leur expliquer la situation, mais avant que les enfants puissent en dire plus, ils entendent un rugissement terrifiant provenant de la forêt. Harel reconnaît le rugissement d'un roi troll, et les enfants sont tous terrifiés car ils ont entendu dire que les rois trolls sont extrêmement forts. Keto demande au conducteur de les emmener loin de là rapidement, mais malheureusement, le rugissement a tellement effrayé les chevaux qu'ils se sont évanouis sur place, et ils ne peuvent donc aller nulle part. Colette commence à paniquer parce qu'elle a peur de mourir, mais Keto et Kufa essaient de la calmer en lui disant qu'ils ont un plan. Il est vrai qu'un roi troll est puissant, mais au bout du compte, ce n'est qu'un troll, donc il doit être gros et lent. Cela signifie que leurs attaques magiques ont presque toutes les chances d'atteindre leur cible, donc tant qu'ils travaillent ensemble, ils devraient pouvoir le vaincre. À ce moment-là, un troll sort de la forêt et Colette perd immédiatement son sang-froid, mais Keto lui dit qu'ils doivent rester forts s'ils veulent vaincre le roi des trolls. Cependant, ce n'était pas le roi des trolls. Un instant plus tard, le roi des trolls chasse le troll avant de révéler son imposante silhouette. Toute la confiance que les enfants avaient en leur capacité à vaincre cette créature s'évapore instantanément, car ils savent qu'aucune de leurs magies n'est assez puissante pour vaincre une telle créature. Cependant, même si ses jambes tremblent comme de la gelée, Keto se tient debout et sort sa baguette, car il refuse de mourir sans se battre. Il concentre toute son énergie magique dans une seule attaque et lance une boule de feu sur le roi des trolls. Il faut reconnaître que Keto a au moins fait quelque chose, mais même si son tir a touché sa cible de plein fouet, il n'a fait que brûler légèrement la peau du troll, ce qui ne fait que le rendre plus furieux. Pour aggraver les choses, Keto est complètement à court de magie,
il ne peut donc même pas multiplier les attaques pour infliger des dégâts cumulatifs. Cependant, juste au moment où le troll s'apprête à dévorer les enfants, Arel lui lance un sort d'explosion, le réduisant en cendres en un instant, tout comme Bakugo l'aurait fait à Aresi. Arel se rend compte qu'il aurait probablement dû utiliser un peu moins de puissance pour cette attaque, car il a un peu exagéré, mais personne n'a été blessé, donc tout s'est bien terminé. Les enfants n'arrivent pas à croire qu'Arel ait utilisé un sort d'explosion, car c'est une compétence exclusive à la classe des archimages, mais il ne leur donne aucune explication et se dirige plutôt vers les chevaux pour les soigner afin qu'ils puissent reprendre la route. Le conducteur remercie Arel pour son aide et dit qu'il espère qu'ils ne rencontreront plus de problèmes de ce genre, mais tout à coup, Keto s'agenouille devant Arel et commence à s'excuser sincèrement de s'être moqué de lui plus tôt, car il ne savait pas qu'Arel était un archimage. Arel le corrige et lui dit qu'il n'est pas un maître de la magie, mais cela n'empêche pas Keto de lui demander de devenir son élève. Arel lui dit qu'il n'est vraiment pas un maître et sort à nouveau sa carte d'identité pour leur montrer qu'il n'appartient toujours à aucune classe, mais Kufa dit que la carte doit être fausse et qu'il doit cacher son identité pour une raison quelconque. Arel tente désespérément de les corriger, mais rien de ce qu'il dit ne parvient à convaincre leurs petits esprits, alors ils décident de laisser tomber et remontent dans la calèche afin qu'ils puissent poursuivre leur voyage vers la ville de la magie. Une fois arrivés, ils disent au revoir au conducteur, et Keto ne quitte plus Arel d'une semelle, tel un élève loyal. Il demande à Arel s'il compte passer l'examen d'entrée à l'Institut Rouge, mais celui-ci est un peu perplexe, car il ne savait pas que les examens d'entrée étaient séparés. Les enfants lui expliquent qu'il existe un institut pour chaque type de magie, donc Kufa passera l'examen d'entrée de l'Institut de magie bleue et Colette passera l'examen de l'Institut de magie verte. Quant à Keto et Arel, ils passeront tous les deux l'examen d'entrée de l'Institut Rouge, mais Arel craint un peu de ne pas être autorisé à passer l'examen ici parce qu'il n'a pas de classe, comme cela s'est produit dans la Cité des Épées. Keto et lui arrive plus tard à l'Institut Rouge, et après avoir rempli et soumis sa demande d'inscription, la réceptionniste lui demande s'il est sûr que tout ce qu'il a écrit est exact. Arel le confirme, alors elle lui donne un numéro et lui dit d'attendre son tour pour passer l'examen. Arel est surpris et lui demande pourquoi elle le laisse passer l'examen, alors qu'elle sait qu'il n'appartient à aucune classe sociale, mais la dame lui répond que tout le monde a le droit de passer l'examen et qu'elle n'a donc aucune raison de le refuser simplement parce qu'il n'appartient à aucune classe sociale. Arel a encore du mal à croire qu'il soit traité de manière aussi équitable ici, mais c'est un changement agréable par rapport à la discrimination habituelle. Keto et lui se rendent ensemble à la salle d'examen, et à leur arrivée, ils aperçoivent un enfant en train de lancer un sort de boule de feu sur un chevalier. L'instructeur approuve la puissance dégagée, il dit donc à l'enfant qu'il est admis et appelle le candidat suivant. Un garçon blond sort de la foule et plaisante en disant qu'il trouve amusant que tous les autres candidats utilisent des sorts de niveau débutant et qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Les autres sont agacés par ses commentaires, mais le garçon est déjà un mage de niveau avancé, il a donc le pouvoir de soutenir ses vantardises. Il demande à l'instructeur s'il peut détruire le mannequin avec sa magie, ce qui lui est accordé. Il prépare alors sa baguette et lance une intense colonne de feu autour du mannequin. Tout le monde est impressionné par le niveau de puissance du garçon, et même Keto admet qu'il est talentueux, mais il dit qu'Arel est encore meilleur. Le garçon s'offusque de cette remarque, car il est convaincu que personne ici n'est aussi fort que lui, mais il n'est pas assez immature pour se battre à ce sujet, alors il ignore les railleries de Keto. Cependant, Arel n'apprécie pas que Keto cherche la bagarre sans raison, alors il lui dit de se taire. Le garçon suppose que cela signifie qu'Arel reconnaît sa supériorité. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un mage assez puissant pour faire fondre complètement une armure. Cependant, Arel fait remarquer que l'armure est toujours intacte, et le garçon reste sans voix car il ne comprend pas comment elle a pu résister à son attaque. L'instructeur voit la confusion sur son visage et lui explique que l'armure est en fait faite de mithril, ce qui la rend difficile à détruire. Keto se moque du garçon qui se vante autant alors qu'il n'a pas réellement détruit l'armure, mais Arel lui donne une tape sur la tête, car il n'a pas le droit de se moquer de la force de quelqu'un d'autre alors qu'il est plus faible. C'est au tour d'Arel de passer l'examen, et comme c'est la première fois qu'il teste sa magie sur du mithril, il décide de se donner à fond pour une fois. Il prépare sa baguette et, après avoir rassemblé la magie nécessaire, il lance le sort d'éruption sur l'armure. Au début, il ne semble pas s'être passé grand-chose, car la seule chose que les enfants peuvent voir est une fine ligne de feu qui frappe l'armure. Le garçon commence alors à plaisanter en disant qu'Arel n'est peut-être pas aussi doué que Keto le prétendait. Cependant, une seconde plus tard, le centre de l'armure commence à rougeoyer et fond instantanément en une flaque de mithril en fusion. Le garçon n'en croit pas ses yeux, car le sort d'éruption ne devrait pas être assez puissant pour faire fondre le mithril. Arel lui répond qu'il a raison, mais qu'avant de lancer le sort, il a apporté quelques modifications afin de concentrer la puissance en un seul point, ce qui a suffisamment augmenté la chaleur pour faire fondre le mithril. Le garçon est stupéfait d'apprendre qu'Arel a modifié son sort, car il ne savait même pas que c'était possible, mais maintenant qu'Arel a réussi le test, il décide de se rendre à l'examen d'entrée de l'Institut Bleu. Là,
Il trouve Kufa, qui vient de réussir son test en frappant l'armure avec une boule d'eau, et elle est choquée de le voir ici, car elle pensait qu'il postulait à l'Institut de magie rouge. L'instructeur appelle alors le candidat suivant, qui se trouve être Harel. Il s'avance et lance plusieurs dizaines de pics de glace, brisant l'armure de Mithril d'un seul coup. Il se retourne alors et s'éloigne, car sa prochaine étape est l'Institut vert. Cependant, alors qu'il se dirige vers le bâtiment, il remarque Colette allongée sur le sol à l'extérieur, et il s'approche pour lui demander si tout va bien. Elle est surprise de le voir ici, mais lorsqu'il lui demande pourquoi elle est accroupie dehors, elle lui répond qu'elle est tellement nerveuse qu'elle n'arrive même pas à entrer pour s'inscrire à l'examen. C'est le genre de personne qui ne rend pas bien sous pression, et d'habitude, Keto et Kufa l'aideraient à se calmer, mais ils ne sont pas autorisés à l'accompagner dans la salle d'examen. Elle lui demande ce qu'il fait habituellement lorsqu'il est nerveux, mais en toute honnêteté, Harel n'a jamais été nerveux de sa vie. Il demande à Colette de lui expliquer ce que l'on ressent lorsqu'on est nerveux, alors elle lui répond que c'est un peu comme avoir peur de l'échec, mais Harel ne comprend pas non plus, car s'il est devenu aussi fort, c'est justement parce qu'il s'est permis d'échouer à maintes reprises pendant son entraînement. Selon lui, la plupart des échecs dans la vie n'entraînent pas la mort, et cet examen d'entrée ne met pas sa vie en danger, donc Colette n'a vraiment aucune raison d'avoir peur. Colette est surprise, car elle ne pensait pas qu'Harel serait aussi perspicace, mais c'était vraiment un bon conseil. Elle remercie Harel pour son aide et lui dit qu'elle va finalement passer l'examen. Ils entrent donc tous les deux dans le bâtiment et s'inscrivent. Harel est appelé en premier et on lui demande de lancer un sort pour faire tourner le moulin à vent. Il lance donc Tornade, mais il le détruit involontairement car il ne s'était pas rendu compte qu'il était fait de bois ordinaire. Tout le monde est impressionné par sa performance, puis l'instructeur appelle Colette pour qu'elle passe à son tour, mais elle recommence à stresser parce qu'elle ne peut pas faire quelque chose d'aussi cool qu'Harel. Elle pense à abandonner, mais elle se souvient des paroles d'Harel et décide de faire de son mieux quand même. Pendant ce temps, Harel part et se rend aux instituts jaunes et blancs pour passer les examens. Une fois ceci terminé, il se rend à l'institut noir, mais cet endroit semble vraiment délabré. Alors qu'il traverse le hall, il aperçoit une boîte en carton d'où sortent deux yeux, et une seconde plus tard, une femme arrive en panique et lui demande s'il a vu son Gui. Harel lui montre la boîte par terre, mais il commence à paniquer. La femme court vers la boîte et est soulagée d'y trouver Gui. Elle le présente comme la chimère qu'elle a récemment créée à partir d'un mélange d'animaux aléatoires, et Harel ne sait vraiment pas quoi répondre. À ce moment-là, un squelette lui tape sur l'épaule et lui souhaite la bienvenue au Black Institute, mais cela déclenche l'instinct d'Harel, qui lui coupe la tête par réflexe. La tête du squelette roule sur le sol, et son corps la poursuit tout en disant à Harel qu'il est vraiment impoli de couper la tête d'une dame comme ça. Harel n'a toujours aucune idée de ce qui se passe ici, mais il voit bien qu'elle n'est pas hostile, alors il n'attaque plus. Le squelette s'appelle Natalia et elle explique à Harel qu'elle est responsable du Black Institute, mais comme ils reçoivent rarement des candidats ici, il n'y a pas d'examen et Harel est donc automatiquement accepté. La situation s'est avérée plus étrange qu'il ne l'aurait imaginé, mais le bon côté des choses, c'est qu'il a atteint son objectif d'être admis dans les 6 instituts.